Mais du coup, ce qui me choque vraiment, c'est le pivert. J'étais sûr que t'allais dire ça. Bah oui, parce que l'autre jour, on avait un pivert, perso, j'étais choqué. Non, mais même, il a pas le temps de coaguler assez pour empêcher un putain de bout de métal de te ratisser le crâne. Et est-ce que si là, il y a des êtres vivants dans un truc qui ressemble à un jeu de la vie, est-ce qu'ils sont conscients? Quand il y a le truc qui s'est passé avec les êtres humains, qui fait qu'il y a une fonction transcendante, qui fait que là, il y a Dieu qui apparaît. Mais les gens, intuitivement, ils savent très bien que quand tu critiques tout le monde et quand tu fais un truc c'est nul, c'est que franchement t'es un peu une merde. Attends, mais c'est méga hardcore. Non, non, non. En fait, Je te crois pas. ok, bah écoute, ça fume partout. Bon, c'est parti, monsieur T. Comment ça va, monsieur B? Bah ça va, journée où on a beaucoup marché finalement. Beaucoup marché, beaucoup réfléchi, c'était vraiment intéressant. Ok, il y a un truc auquel je pensais. En gros, on dit l'expérience de pensée du paradis artificiel, c'est, disons qu'on te donne une option, t'appuies sur un bouton et là t'es branché et t'as l'hédonisme au maximum, t'as le plaisir à fond. En fait, en réfléchissant à ça, je me suis dit, est-ce que c'est pas déjà le cas là avec TikTok, genre? D'un point de vue beaucoup Bah, plus concret, mais en fait, est-ce que ça n'existe pas déjà? c'est flingué. Non, en fait, je dirais qu'archétypalement, c'est le pacte avec le diable. Mhm. Plaisir contre ton futur. Ouais, donc en gros, tu sacrifies ton futur ou ton âme, Bah, c'est un peu ça. parce que ton Après, futur, là, c'est ton âme. d'une certaine façon, oui, parce qu'il y a des histoires où. Comment dire? En gros, il y en a qui considèrent que quand tu vends ton âme au diable, en gros, ça veut dire que tu la perds et t'as pas de vie après la vie. D'accord, ouais. Ah, donc d'une certaine manière, c'est le temps Le temps de de ta vie. repos. Donc, si tu vas au fond de l'archétype, c'est le temps de ta vie. Tu vas vivre très bien. Et quand tu meurs, bah tu meurs. Ouais. Après, on peut le prendre un peu de manière un peu plus, je sais pas, concrète et se dire c'est peut-être les enfants à travers qui tu meurs ou je sais pas, ce genre de Mhm. truc. Parce que par exemple, si t'es un homme et que tu scrolles toute la journée, ben t'as moins de chances de trouver une femme. Ouais, donc t'as moins de chances de te reproduire, donc de vivre après la vie en termes Plus concret. plus concrets. Et du coup, TikTok, c'est un peu ça. Et en Hmm. fait, plus on va loin dans la technologie, et plus ce pacte il est fort, je crois. Plus on va dans la technologie, plus le pacte il est fort. Mais en fait, comme à chaque génération, il se passe un nouveau créneau, j'ai l'impression que c'est difficile de savoir à quel moment est-ce que c'est trop tard. Parce que chaque génération, on voit les gamins de la génération d'après et on se dit, euh, ouais, là c'est bon, ils sont vraiment partis, ils sont dégénérés. Par contre, nous, non. Sauf que le truc, c'est que à chaque génération, on se dit ça, donc c'est assez Ouais. dur de savoir à quel moment est-ce que vraiment. Parce que moi, je vois les jeunes sur TikTok dans le métro et je suis en mode, ok, moi je regarde des vidéos sur YouTube, mais j'essaye qu'elles soient utiles. Parfois je me perds, mais je regarde pas trop. Et là, on est vraiment allé trop loin avec les trucs sur TikTok. Mais c'est parce que j'ai pas TikTok. Mhm. Je pense que mes parents non, mais plein de gens de la génération de mes parents, ils se disent, ok, nous ça allait avec la télé, mais là YouTube ça allait trop loin. Je vois. Mais franchement, je pense qu'il y a un moment donné où tu passes un seuil et ça abrutit vraiment trop. En fait, je pense que ça va vraiment aboutir de plus en plus, mais que le vrai seuil, ce sera le vrai paradis artificiel. Ouais. Genre réalité virtuelle, le truc a une IA qui calcule exactement ce que tu veux voir et te le donne instantanément, Ouais. mais à la fois un l'élément assez hasardeux pour que ça fasse pas s'habituer ta dopamine. Genre il y a des sortes de cycles, un peu comme quand tu scrolles avec des choses intéressantes ou pas, et voilà, ce sera pareil, et tellement que tu peux plus l'enlever. Comme on entendait l'autre jour la mère qui dit, enfin le fils qui dit, je peux plus quitter les yeux de l'écran, Ouais. Ouais. je peux plus quitter l'écran des yeux. Bah Mais, là, ce sera pareil avec le casque. mais tu vois, ça veut dire que quelque part, il est déjà arrivé dans ce paradis artificiel, sauf que c'est pas tout à fait un paradis. Il est, f- Parce qu'il va en sortir. oui, il peut encore légèrement en sortir. Oui, mais il a déjà des difficultés à s'en sortir. Mais est-ce que dans Paradis artificiel, dans la définition, il y a le fait de ne pas pouvoir s'en sortir? Je crois pas. Bah, Enfin, volontairement, ouais. Le vrai bah, paradis artificiel, mais du coup, on tu peut vois, jamais en sortir. du coup, là, je dis pas que c'est un paradis, je dis que c'est un peu un enfer. C'est un enfer. Ouais. Le paradis artificiel, c'est un enfer. Enfin, ça dépend de la version que tu prends. En fait, le truc, c'est que c'est un paradis jusqu'à ce que tu meurs et là, tu vas en enfer. Mais en vrai, le vrai paradis artificiel avec l'IA qui machin, on peut dire que c'est le paradis parce que hédonistement, t'es plein de trucs. Ouais, mais si tu crois en la vie, euh, t'es obligé d'appeler ça l'enfer. Ouais, mais c'est un peu ce que j'allais dire. Si t'es pas nihiliste. En fait, ça rend nihiliste. Et le truc nihiliste, c'est l'enfer. Ouais. En fait, ça. Tu vois comment TikTok, ça transforme un peu les gens en animaux, parce que c'est Ouais. un peu hardcore de dire ça. Genre, comment ça, les gens sont des animaux. Mais en fait,
Tu sais, il y a 3 couches de notre cerveau, et en fait, Ouais. ça nous fait revenir à nos couches les plus animales parce que c'est vraiment le système dopaminergique pur. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes où je me dis, ok, genre là, j'ai vraiment été dans des automatismes pendant des heures. J'ai un peu été moins humain d'une certaine manière. Ouais, je comprends totalement. C'est assez étrange, mais j'ai eu l'impression d'être comme un animal pendant un certain Mais en temps. fait, littéralement, ton niveau de conscience baisse. J'avais un problème avec le truc de niveau de conscience, et depuis que je vois les choses comme ça, j'ai plus de problème avec ça. Parce que je vois vraiment une sorte d'échelle de la conscience. Ouais. Mais du coup, en fait, là où pour moi ça tue d'une certaine manière le paradis artificiel, c'est qu'en gros, t'es encore vivant, mais en fait, t'es plus un être humain. Genre, C'est vrai. tu vas jusqu'à animal, animal, animal. En fait, si tu redescends encore, tu vas jusqu'à objet. Et tu Ouais. deviens juste un circuit avec de la dopamine qui circule. Ouais. Putain, c'est Tu, hardcore. tu te rends compte, tu recombines, tu refusionnes avec la matière autour de toi pour redevenir C'est un vrai. être inanimé. C'est vrai, mais il y a une chose qui me réconforte, c'est que s'il passe par là un mec qui veut te sauver, qu'il arrache ta machine, qu'il la casse, Ouais, sauf si c'est trop loin. En fait, c'est trop tard. C'est tu- beaucoup trop tard. je pense qu'il y a un moment donné où enfin, tu peux revenir, tu vois. Imagine le mec, on lui casse ça, on le laisse dans une forêt avec de quoi bouffer, je sais pas quoi. En fait, si t'as déjà vécu dans le vrai monde et tout, ouais, totalement. Mais moi, je pensais là, dans ma tête, à un truc vraiment. Tu nais dans ce truc. Ouais, en mode meilleur des mondes testo. Absolument, en mode Matrix. Ouais, bah là, je crois qu'il n'y a rien à faire. Mais du coup, aujourd'hui, on distingue les gens en politique, par exemple, à chaque fois, ou à chaque fois en 2 groupes. En fait, j'ai l'impression que les vrais 2 groupes, ce sera ceux qui veulent rentrer dans le paradis artificiel et ceux qui veulent pas. Ouais, bah ouais. Et je dirais même que c'est foi contre raison, parce qu'ils vont mettre des arguments rationnels pour ça. Oui, totalement. Ils vont mettre tous les arguments rationnels. En fait, franchement, tous les arguments rationnels, on peut déjà les faire. Là, je peux déjà dire, mais attends, Guillaume, je comprends pas. Moi, je t'observe, et tous tes comportements, ils vont vers le plaisir. Parfois, c'est un petit peu complexe, parfois, tu fais des trucs qui ont l'air de pas aller vers le plaisir, mais en vrai, je vois bien que, au final, c'est pour te rendre la vie plus simple après. Donc, en fait, c'est pour le plaisir. Donc, pourquoi tu viens pas? Tout est logique, Et puis, Guillaume. avec la mort de Dieu, il n'y a pas de vie après la vie. Donc, juste tout intérêt, théorie des jeux, maximisation de la dopamine, Ouais, t'es à faire juste ça. de la matière perdue dans l'univers. Tout le monde le fait, tout le monde est heureux. Hmm. Oh là là, ça a l'air horrible. Ouais. Regarde ton petit frère, il est super heureux là-dedans. En fait, c'est littéralement junkisé, les gens. Ouais, c'est junkiser les gens. En fait, à une époque, j'avais cette expérience de pensée, je me disais, les utilitaristes, pourquoi est-ce que ils essayent de dépenser leur argent comme ils le font actuellement, plutôt que de prendre plein de souris et les brancher avec de l'héroïne dans des bacs, en fait, qui seraient placés horizontalement et qui pourraient le faire vraiment à la chaîne. Parce qu'en fait, ils pourraient faire ça avec vraiment beaucoup de souris et créer énormément de plaisir pour presque Ouais, rien. mais là, t'as une définition de l'utilitarisme qui est très... Très absolu. Ouais, Ouais, c'est alors que la vrai. plupart du temps, c'est plus de l'instinct. Ouais, mais là je parle vraiment des utilitaristes pure souche. Ceux qui veulent optimiser le plaisir, Bah, point barre. dans ce cas, je dirais que le plaisir des animaux qui ont une pensée plus complexe, une conscience plus complexe, Hmm. il vaut beaucoup plus. Je pense aussi. Mais c'est dur à quantifier en fait tout ça parce qu'on comprend pas, c'est le cerveau. Ouais, mais tu vois, quand t'es en mode animal, que t'as bien scrollé et tout, Hmm. bah j'imagine que un petit animal, ça doit être ça, mais encore plus abstrait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Plus flou, plus vaporeux. moins complexe, moins précis. Ouais. Ouais, Même leur sens, j'imagine qu'ils les analysent de manière moins précise que nous. ouais, pour la moyenne, mais après il y en a qui ont des trucs super précis du coup. C'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup du pattern recognition, Bah nous, plus que de l'intelligence. bah Nous aussi, hein, bien sûr. ouais, Mais tu vois ce que je veux dire? ouais. En gros, ils auraient genre, par exemple comme nous, toutes les couches visuelles qui vont genre analyser le signal, mais il n'y a pas la grosse boule de nerfs du cerveau, du gros cortex à la fin, qui va dire, ok les gars, on stoppe tout, qu'est-ce qu'on va faire de ce signal? Et les gars, ils vont voir un truc, direct, ils vont le faire. Ouais, je crois que C'est c'est trop ça. puissant, les animaux. Franchement, je sais pas si ça t'arrive, mais en ce moment, quand je sors, je vois un pigeon, et là, genre, j'essaye de passer mon cerveau en mode IA. Et du coup, genre, je vois, tu sais, un neural network, mais en gros, en vue comme de coupe. Enfin, je Mhm. parle d'IA, donc en gros, juste, des neurones d'entrée, disons un neurone de sortie, mais si en vrai, il y en a plusieurs, et il y a juste des couches entre avec un certain nombre de neurones à chaque, quoi. Et Mhm. en gros, il y a genre des traits partout et des biais, c'est-à-dire à quel point est-ce que le lien est puissant ou pas puissant. Et, euh, et je vois les pigeons comme ça, et je suis vraiment choqué comment,
en fait, c'est facile rapidement d'abstraire leur comportement. En gros, je vois très bien, par exemple, les réseaux de neurones qui apprennent à jouer à un petit jeu comme Mario. Je sais pas si t'as déjà vu ça. En gros, genre, Mario Bros, vue horizon, enfin, vue 2D, Ouais, etc. je vois ça. Et en fait, tu peux le représenter très facilement. Il y a une vidéo connue qui est comme ça. Et en gros, tu vois au fur et à mesure, il avance, quel truc il détecte, donc quel neurone ça active, donc quel truc il fait. Ah, il va faire un saut parce qu'il y a un truc devant lui. Et Ok. du coup, le réseau de neurones, il est ultra simple. Et tu vois, genre, sauter, bah, c'est lié à tel neurone parce qu'en fait, il faut faire tel truc. Se baisser. Et en fait, ça pour tout. Ça a l'air méga intéressant, j'ai pas vu cette vidéo. Il faut que tu la vois, c'est trop Parce que bien. tu modélises littéralement la vie du coup avec ça. En fait, là, il modélise. Du coup, c'est assez simple parce qu'en fait, Mario, c'est un pattern. Ouais. Et à part dans des cas spéciaux, par exemple, tu auras 2 ennemis de suite, et là, il va, genre, devoir aller un peu plus profond dans le neurone pour biaiser, pour dire en fait parfois non. Et bah, c'est assez simple. Et en fait, je vois le pigeon et je me dis, ok, c'est pareil. Par exemple, les pigeons, à chaque fois qu'ils voient des trucs qui ressemblent à des graines, ils vont taper dessus. Parfois, c'est pas des graines, mais ils apprennent rapidement. Et c'est exactement ça. C'est une sorte de neurone. Et en fait, le niveau d'abstraction d'un pigeon, franchement, il est haut parce que voilà, il y a, je pense, des tonnes de neurones quand même, minimum des dizaines de millions, je sais pas exactement, ou peut-être des centaines. Mais, je vois vraiment ça comme des gros neural networks. Et du coup, c'est vraiment bizarre. Parce que tu te dis, waouh, en fait, c'est ça la vie. Bon, du coup, je sais que le délire spirituel, c'est-à-dire que c'est pas que ça la vie. Mhm. Je suis un peu d'accord aussi. Mais tu te dis, ok, c'est ça la vie. Ouais. C'est des espèces de réseaux de neurones qui Ouais. sont encapsulés dans des trucs d'une manière ultra, limite mieux que l'informatique, enfin, comprimé. Et du coup, le truc là saute, vole et tout. Mais si tu fais un truc très simple, qui a jamais marqué dedans, par exemple, tu sors un fusil, il va, il va s'en foutre. Exactement comme les petites lucioles qui vont sauter dans une flamme, parce qu'elles n'ont jamais vu de bougie. Ouais. Ouais. Jusqu'à ce que t'en aies buté assez. Avec un fusil. Ouais, et là, genre, il y a une sélection naturelle. Ouais. Franchement, je crois que ça prend longtemps. Je crois que ça prend longtemps. Ça prend Je vraiment m'étais longtemps. amusé avec des pigeons à. Il y avait du pain, ils voulaient manger près de moi. Et je faisais ce geste. Et je le faisais toujours exactement pareil. Pour voir s'ils s'habituaient au. À la peur, enfin, au fait que c'est pas vraiment un danger, Ouais, ils s'habituaient pas. exactement. Et en fait, ils s'habituent. Mais pas très vite. Ouais, très lentement. Ouais, et ça leur prend plusieurs fois. Hmm. Ou alors peut-être que lui, il choisit à chaque fois. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que plus le truc est instinctif, plus il est dur à changer. Ouais. Par exemple, nous, les trucs les plus instinctifs, genre voir un truc qui ressemble à un serpent bouger dans notre vision périphérique et faire un bond sur le côté, ça, je pense que c'est ultra dur de s'entraîner à pas le faire. Mhm. J'ai lu une étude qui disait, je crois que c'était les mouches ont une mémoire. Et ça m'a bluffé parce que moi je pensais que les mouches n'avaient pas de mémoire. Ah ouais? On dirait qu'elles Quel ont intérêt? on dirait qu'elles ont forcément un minimum de mémoire, rien que par le fait qu'elles ont des neurones. Je sais Non, non, pas. mais je veux dire, elles ont leur instinct. Mhm. Moi là je te parle d'une mémoire à laquelle tu fais appel d'une variable, quoi. Ok. On dirait qu'il y en a peut-être un minimum, je sais pas. Elle fait une variable. Ouais, une variable en cache. Ouais, elles en ont quelques-unes. Bah du coup, elle sert à quoi ta variable? Hmm. En fait, il n'y a pas forcément besoin. Bah oui, moi c'est ce que je me disais. Et en fait, Mais, attends, j'ai l'impression que si, parce que je crois que même comme des trucs comme des fourmis, etc., en ont des mémoires. bah non, je crois pas. La Quoi? fourmi, je crois pas. C'est un Mais par putain exemple, de phénomène émergent, les fourmis. tu sais par exemple que les abeilles. Tu sais par exemple que les abeilles. C'est de la mémoire court terme. Ouais, mais elles ont vraiment. Non, je crois qu'elles ont vraiment une très bonne mémoire des lieux et de où sont les fleurs. À des Ok. années de différence, je crois. Ok, bah peut-être. Mais du coup, les fourmis, je crois qu'elles ont aussi une très bonne mémoire des lieux. Non, mais attends, pas de mémoire. Ouais, elles ont une Bah, très bonne pour mémoire moi, les des lieux. fourmis, elles ont pas de mémoire, non? Ah ouais? Ouais. C'est full truc émergent? Ah bah, tu sais, c'est le délire des Des- phéromones. Ah ouais. Quand elles ont un endroit de bouffe, elles le chopent par hasard. Donc En en fait, gros, t'as des fourmis qui patrouillent. Et par un système de elles reviennent, elles foutent des phéromones, il y en a d'autres qui viennent. Le truc devient plus fort jusqu'à fait, ce qu'il y en ait plus. ça se trouve, elles ont externalisé toute la mémoire aux phéromones. D'une certaine façon, oui. Mais du coup, une fourmi. Mais c'est bizarre parce que t'as des fourmis qui font des trucs très compliqués. Bon, après, c'est peut-être de l'instinct, tu vois. Bah oui, c'est ça, de toute façon. Hmm. C'est l'instinct qui leur dit de suivre Ouais, les c'est phéromones. tout un délire. Je me souviens, il y a vraiment un bout de temps, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Gödel et Skerback. En gros, c'est genre un énorme bouquin de 2000 pages. Ultra. Euh, en gros, que quasiment personne n'a vraiment fini en le lisant
en entier. Enfin, en fait, il y avait des histoires comme quoi, à une époque, c'était la mode, genre dans les années 80. Et du coup, tout le monde disait qu'il avait lu, mais jamais vraiment en entier. Et en gros, c'est un universitaire américain un peu fou qui fait plein de liens entre les maths, la musique et la conscience. Genre, c'est ultra multidisciplinaire. Et en gros, dedans, il avait tout un super long truc, comme quoi, en fait, les fourmis, c'était que des propriétés émergentes et que c'était exactement comme nos neurones. Et qu'en gros, si tu pouvais d'une certaine manière communiquer avec les fourmis, genre leur donner un message et ils te renvoient quelque chose, ce que tu peux d'une certaine manière faire en, je sais pas, plaçant de la nourriture ou en changeant un truc chez eux, chez elles, et ben en fait, t'as une réponse, mais t'as pas une réponse de chaque. En fait, aucun individu n'est conscient qu'il y a une réponse on est conscient de la réponse entièrement. C'est purement émergent et ça m'avait vraiment mind blow, si j'ose dire, parce que je me disais, euh, c'est tellement bizarre de communiquer avec un être dont aucune des sous-parties n'en est consciente. Mais du coup, en Et c'est fait, pareil pour nos neurones, un peu. le truc qui est marrant avec les fourmis, c'est qu'il faut considérer l'être comme la fourmilière. Et c'est un truc que ça fait 100 ans que ça se dit. Ouais, Et là, il y a de la mémoire. mais du coup, c'est vrai, mais du coup, il y a un truc qui me dérange dans ça, c'est que, en fait, dans tous les autres animaux, l'être, c'est l'être biologique. Ouais, mais Physiologique, je veux c'est un dire. insecte social, la fourmi. Bah ouais, mais nous, on dit pas l'être, c'est la société. Non, mais nous, on n'est pas. On est sociaux, mais pas au point d'une fourmi où il y a une seule mère pondeuse, tu vois. C'est vrai. Mais on est très dépendant de la fourmilière. Oui, mais du coup, nous, c'est façon mammifère, tu vois. Façon Ouais. tribu. C'est marrant comment la sociabilité, ça permet vraiment de up le game. Genre, j'ai l'impression que nous, on est aussi bon grâce à ça. Et les fourmis aussi. Mhm. En fait, je me demande même à quel point on serait conscient sans sociabilité. En gros, on serait sentient, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. on ressentirait les joies, les peines, la douleur. Ouais, mais Mais en est-ce mode qu'on animal, serait... quoi. Pardon? En mode animal. En mode animal. Est-ce qu'on serait conscient en mode... Ah ok, donc... Parce qu'en fait, c'est tout un raisonnement. On s'en rend pas compte parce qu'on y est habitué, mais c'est tout un raisonnement de se dire... Ah ok, là je suis là, je m'appelle Florent, je suis un être humain. Je parle. Et en fait, ça, c'est vraiment permis. C'est pour ça que Lacan, même si c'est un peu un charlatan, il appelait ça le stade du miroir. Je crois que même Freud a peut-être utilisé le mot stade du miroir avant. Je suis pas sûr. Donc le truc avec les animaux qui se reconnaissent. En fait, c'est plutôt chez l'être humain. Enfin, du coup, c'est aussi ça chez les animaux. Mais en gros, chez l'être humain, euh, il y a un âge où tu te reconnais pas dans le miroir. Mhm. Et un âge où tu te reconnais dans le miroir. Et en gros, l'idée, c'est de dire que euh, bah, c'est le moment où tu es conscient que tu existes, quoi. Ouais. Mais, du coup, moi, j'en reviens à la notion de Dieu parce que tu pourrais dire que croire en Dieu et agir selon les principes de Dieu, c'est le même saut de individu à société que de fourmi à fourmilière. Autrement dit, par exemple, pour une fourmi, la fourmilière est Dieu. Ok. Du coup, pour l'humain, la collectivité est Dieu? Bah, tous les gens qu'il inclut dans sa religion. D'accord. Donc à l'époque des petites tribus où tu avais ta religion locale, ben c'était cette société et Dieu. Ok. Et plus les religions se sont développées et ont assemblé de grand nombre de personnes, Hmm. plus c'était un gros truc. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens, Dieu, c'est toute l'humanité. Comment ça? Bah, parce que tout a été mélangé. Oui, pour pas mal de gens, mais je dirais pas la plupart. Ok. Bah, c'est un glissement qui se fait, quoi. Ouais, mais franchement, je suis même pas sûr, parce que par exemple, t'as le bloc de l'Est. C'est vrai que en Inde, en Chine, là où il y a le plus de gens, je pense que il y a encore un fort sentiment Ouais, communautaire. ouais. Mais oui, en tout cas, c'est le mouvement général de fond. Hmm. Parce que, ouais, ouais. Je crois qu'il y a un peu ça dans les godesses, tu vois. L'amour dans toute la société, dans ton prochain, l'être humain, etc. Ben, c'est un peu ce truc-là. Tu ressens Dieu très fort et tu ressens que t'es l'humanité, pas juste l'humain. Voire même l'univers dans les cas Ouais, extrêmes. en fait, ouais, pour moi, c'est carrément l'univers. Mhm. Mais tu vois, comme ça se fait par palier quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le saut un peu final. Ouais. Mais ouais, les godesses, en fait, enfin, j'en ai pas vraiment fait l'expérience profondément. On va dire que j'ai juste vu le truc un peu de loin, même si je l'ai quand même franchement approché. Bah, moi aussi, je dirais ça. Euh, je peux pas te dire que j'ai eu une godesse. Franchement, je crois que j'ai vu un peu à quoi le truc ressemblait. C'était ultra flippant. Mhm. C'est toujours flippant à l'extérieur. Comme la mort. Puisque c'est la mort. Ouais. Et littéralement. Et
Enfin, pas tout à fait littéralement, du coup. C'est la mort, mais c'est la renaissance dans le truc du dessus, tu vois. Ouais, dans le truc du dessus, dans le même. Non, ce que je veux dire, le stade du dessus, genre Dieu, tu vois, Ouais, t'es tellement transcendé que tu deviens plus l'humanité, en tout cas dans ta sensation, que Florent Tavernier dans ton cas, tu vois. ouais, mais en fait, moi, je vois pas ça comme mourir puis renaître en Mm. un truc Ouais, ouais. collectif. Je vois l'ego death comme tu meurs en tant qu'individu, donc automatiquement tu es le collectif. Parce Ah, qu'en fait, ok. si le collectif était conscient, il serait, euh, il se ressentirait comme le collectif et pas comme un individu. Mhm. Mais du coup, il y a tout ce délire. Tu vois, il y a l'étude des différences entre les deux hémisphères. En gros, il y a un hémisphère qui a plus des fonctions, de l'autre qui a Ouais. plus l'autre. Et en fait, il y a un truc comme quoi l'hémisphère droit, il est plus en gros l'individualité et il est Mhm. le truc qui te reste dans ton corps. Et l'hémisphère gauche, c'est plus la conscience un peu océanique, collective. Enfin, pas forcément collective, mais en tout cas, Collective, hein. ouais, c'est ça, collective. En gros, pas le fait d'être juste un individu, mais le fait d'être de la conscience, d'être conscient. Et euh, il y a cette histoire en gros avec une, euh, une neurologue qui s'appelle Jill Bolte, en gros, et qui un jour a eu un AVC et qui était précisément très éduquée sur le cerveau puisque c'était son métier. Et donc il a pu analyser en direct exactement qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Waouh! Putain, l'expérience de malade. Déjà, ça, c'est un peu choquant. Donc en gros, elle était en train de d'avoir le truc et de se dire, ok, genre, c'est probablement telle partie qui sont touchées. Waouh! C'est vrai que ça, c'est un peu choquant. Mais en gros, elle a eu quelque chose à l'hémisphère droit qui, du coup, en fait, active plus l'hémisphère gauche. Enfin, voilà. Du coup, ça... Et en fait, elle a totalement une expérience divine où, en mode, elle s'est ressentie connectée à l'humanité. Elle ressentait plus les frontières de son corps. Tout ça, elle le raconte. Elle ressentait plus précisément les frontières de son corps. Et elle avait une impression d'être bénie éternellement et de voilà d'être en connexion avec l'humanité quoi. Et du coup c'est comme ça qu'elle a su quel hémisphère était touché etc. Et en fait apparemment c'est un truc qui existe dans d'autres cas. Et c'est assez intéressant. Enfin ça me faisait penser à ça la ego death parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un peu comme un spectre où en gros quand tu disparais si tu es encore conscient bon en fait la conscience elle s'identifie plus à toi en tant qu'individu mais elle se met à simplement être de la conscience pure. Donc de la conscience, en gros, de la société ou même de l'univers. Ouais. Et donc en fait, tu commences à faire disparaître la frontière entre toi et la matière physique. Et c'est ça qui mène un peu au panthéisme et à tous ces trucs de monisme et de, en gros, tout est conscient. Il y a un truc avec égothéisme ou un truc comme ça. Je Je sais pas crois si que tu connais. égothéisme, c'est dire je suis Dieu. Je suis Dieu, il y a que moi qui existe. Ça, c'est. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais non, il n'y a que moi qui existe, c'est solipsisme. Ok, En gros, solipsisme, c'est je vis dans un rêve ok, et personne n'existe. ok. Et le truc avec les solipsistes, c'est que tu peux pas leur prouver qu'ils sont torts. Bah oui. Parce qu'en fait, n'importe qui pourrait être un zombie philosophique. Ouais. Il y a ce truc, tu sais, tous les débats sur déterminisme, libre arbitre. Ouais. Du coup, il y a plein de gens intelligents, y compris des mecs de la physique quantique qui s'y collent. Et il y a ce délire de zombie philosophique. C'est en gros, si t'as un mec, il est exactement comme nous, il suit toutes les lois de la physique, machin et tout, mais il est pas conscient. Comment tu fais la différence? Ouais. Et ça, c'est genre tout le game de la question sur la conscience. Parce qu'en gros, si pour toi c'est un truc qui vient de Dieu, bah il pourrait peut-être y avoir des humains sans conscience, je sais pas, ou des êtres. Mais du coup, genre le truc actuellement qui est le plus courant, c'est en gros le fonctionnalisme, et c'est de dire genre, c'est parce que t'as toutes tes fonctions que t'es conscient, mais en fait si c'était un ordinateur et qu'il avait ces mêmes fonctions, il serait conscient autant que toi. Et genre il y a du vrai dans ça, mais franchement je suis pas trop convaincu encore. Bah, si tu vois, si imagine demain, t'es en Rome antique et tu vois Jésus, t'assistes au phénomène Jésus. Hmm. Admettons que, voilà, qu'il y a débat sur ça. Euh, à ce moment-là, on est d'accord, Jésus, c'est difficile de dire c'est un robot philosophique. Parce que là, lui, il fait un truc de différent, plus pour lui. Mais en fait je pense que il y a eu plein de trucs comme ça constamment dans l'histoire. Mhm. Des Oui, mecs qui oui. étaient des disciples et qui étaient chauds. Moi, je suis d'accord. Ce que je dis, c'est que si t'es disciple et que tu vois Jésus, je crois que tu débunkes le zombie philosophique dans ton Ouais, instinct. en fait, tu te dis, lui, il est conscient. Ouais. Ouais, je suis d'accord. D'une certaine manière, à chaque fois que tu te soumets à une volonté, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. Ouais. Parce que tu perds de ton libre arbitre pour cette volonté. Même dans un couple, d'une certaine manière. Mhm.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les beaux couples, c'est les couples qui élèvent, on va dire. L'âme, on se comprend. Et du coup, la conscience? Bah, peut-être, ouais. Est-ce que conscience, c'est pas juste le terme qu'ont inventé les scientifiques pour dire âme? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça se trouve, c'est synonyme, hein. Parce que tu vois, tu vends ton âme au diable, tu baisses ton niveau de conscience. C'est intéressant ce truc de TikTok. Mm. Donc ça se trouve, c'est la même chose. Ce qui est sûr, c'est que. Enfin, non, c'est pas sûr, mais j'ai trouvé une corrélation. C'est capacité d'endurer la souffrance et du coup niveau de conscience. Ah Euh, ouais? ouais, plus tu t'enfonces du côté animal et plus tu es sensible à la douleur, j'ai l'impression. Enfin, à la douleur pas physique, hein, Je mais à la vois, souffrance. mais j'ai l'impression qu'il y aurait des gens que je dirais qu'ils ont un très haut niveau de conscience, qui sont très intelligents par exemple, Mhm. mais qui seraient aussi très sensibles à la douleur parce qu'ils n'ont pas beaucoup fait l'expérience du monde, ils sont un peu restés dans leur tour d'ivoire. Par exemple, des mathématiciens très intelligents, mais qui sont pas allés chercher les épreuves pour Ouais. Mais s'endurcir. du coup, tu dirais pas qu'ils ont un haut niveau de conscience? Si, je dirais qu'ils ont un haut niveau de conscience, Ah, mais que leur aversion fait que. mais qu'ils sont sensibles à la Ok, douleur, ouais, c'est possible. peut-être. Franchement, j'en En sais fait, rien. peut-être, en fait, non, peut-être que eux aussi sont pas très sensibles à la douleur. Parce qu'eux aussi sont un peu éloignés dans le monde des idées. Franchement, je sais pas. C'est marrant le code, je sais pas si ça te le fait aussi, mais il y a plein d'analogies avec la vie. C'est le découpage en fonction et peut-être un peu l'algorithmie. Tu peux le voir un Genre, peu partout. hmm, ah, partout dans la vie, il y a du découpage en fonction. Ouais. Hmm. Genre entre les gens qui se répartissent le travail, par exemple. Par exemple, moi je pensais aux fonctions vitales, enfin aux fonctions d'un insecte. Pas biologique, plutôt neuronal. Genre, Genre par exemple, je sais pas, euh, ils détectent la sortie de l'hiver et ils sortent d'hibernation. ah ouais, ça c'est comme un if then. Ouais. Il y a ça avec les fourmis, tu sais, j'avais des fourmis. Et genre en fait, c'est des fourmis du sud, du coup, faut que tu les fasses hiverner. Et si elles hibernent pas, ou hivernent, je sais plus c'est quoi. Mais en gros, si tu leur fais pas une diapause, ça s'appelle. En gros, faut les refroidir à un certain moment de l'année. Généralement, c'est plutôt précis, mais pas forcément. Et ensuite, faut les laisser à la bonne température quand vient le printemps. Sinon, il y en a qui peuvent mourir. D'accord. Ouais, c'est la cyclicalité, quoi. Voilà. Et les fourmis tropicales, du coup, elles ont pas ça. T'es un entomologiste, il y a une vie à être entomologiste. C'est trop dommage qu'on n'ait pas le temps de... Parfois, j'ai envie d'être le mec dans Limitless, pour prendre la drogue, Ouais. qui fait qu'il fait tout ultra vite, mais sans les effets négatifs des vraies drogues qui font ce genre de trucs, qui marchent que très temporairement. Ouais, et puis mais même avec ces drogues, hein, t'as des mecs, ils sont tellement chauds qu'ils vivent comme s'ils étaient sous ces drogues, sauf que bah t'es quand même limité. Ouais, mais déjà, si tous les jours on apprenait à fond plein de trucs, on pourrait atteindre un bon niveau. En fait, le problème, c'est que... Il y a aussi un truc, c'est que j'ai l'impression que dans les connaissances, il y a la quantité, mais il y a aussi la profondeur. Et du coup, il y a vraiment à quel point tu vas en accumuler. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances et pas de profondeur. Il y a des gens qui ont peu de connaissances, mais beaucoup de profondeur. Et j'ai l'impression que la profondeur, ça vient en digérant l'information. Et avec le temps. C'est Et en vrai, connectant des choses qui sont lointaines. c'est vrai, mais je crois qu'il y a un délire de passion. Genre les passionnés, ils vont tout de suite aller plus profond avec moins d'informations que, je sais pas, je pense à un domaine, tu sais, on a cette connaissance en commun qui s'y connaît vraiment fort en art, Hmm. mais pourtant j'ai l'impression que c'est plus encyclopédique que certaines personnes que j'ai pu croiser qui connaissaient pas grand-chose. À l'art, mais qui tout de suite la voyait avec profondeur. Ouais. Ouais, je vois. Je vois tout à fait la même chose. Mais en fait, même vouloir apprendre plein de trucs, ça peut aussi être de la passion, enfin, sans profondeur. Mhm. Ouais, mais du coup, la vie que t'as envie de vivre, c'est celle où tu casses la baraque dans un domaine. Hmm. Genre en mode Einstein, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Ouais, moi, il y a un jour où ça m'a choqué. Un prof de philosophie qui connaissait vraiment bien tout, qui avait écrit même un... Enfin, qui connaissait vraiment toute la philosophie, mais que je trouvais pas du tout profond en termes de raisonnement philosophique. C'est-à-dire c'était académique dans le sens où c'était... Voilà, quoi, c'était... Il y avait aussi une compréhension des raisonnements, mais pas vraiment une capacité à en créer. Alors que moi, du coup, avec mes amis qui n'étaient pas spécialement versés dans la philosophie, parfois, ils avaient vraiment des réflexions philosophiques impressionnantes,
sans aucune culture de la philosophie. Ouais. Et du coup, il réinventait un peu des choses que des philosophes avaient inventées. Ouais. Ou peut-être aussi parce que c'était dans l'air du temps. Mais Bah, typiquement, Missor, c'est un gars comme ça. ouais, tout à fait. Il va pas avoir la culture, mais il va avoir la profondeur avec, Ouais. avec ce qu'il a. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que le pire, c'est les académiciens sur profondeur. Eux, ils font totalement l'inverse. Mm. Parce qu'en fait, ils sont dans la compétition de connaître le truc Ouais. pour avoir la bonne note. Ouais. Ils sont restés à l'école. Certains, hein, il y en a franchement qui vont vraiment dans le truc. Mais je comprends même pas pourquoi faire ça en fait. Académicien? Ouais. À quel moment t'as envie de faire ça? En fait, si t'es académicien et tu fais que apprendre des trucs par cœur, c'est chiant. Mais académicien et que t'apprends vraiment des choses et vraiment avec de la profondeur et tu réfléchis vraiment, je crois que c'est vraiment intéressant. Oui, ça oui, je suis d'accord. Ouais. Mais je te parle de stocker la connaissance, de devenir un théoricien, quoi. En fait, je crois que c'est des gens qui sont pas si malins et qui finissent par croire que ça doit être l'objectif de la vie d'accumuler plein de connaissances pour paraître intelligent. Ok. Bah ouais, je crois aussi. Et du coup, c'est horrible parce que à côté d'eux, il y a des génies. Ils peuvent rien faire contre. Et d'ailleurs, les académiciens, c'est eux qui bâchent les génies, par exemple, les critiques de musique, c'est ça. Ouais, totalement. En fait, il y a vraiment ce truc de quand t'es raté à quelque chose, tu deviens Ouais, critique et t'as ton ressentiment. c'est ça. Mais j'avoue, c'est ça. C'est ça à fond en fait. Enfin, devenir critique de musique, En fait, c'est parce que t'as pas été rocker et maintenant tu veux écraser toutes les personnes qui veulent essayer par ressentiment. Tu veux dire à tout le monde, moi je suis bas, moi, pas de problème. Par contre, vous allez être tout aussi bas que moi. le ressentiment Vous aussi, nietzschéen. vous allez être des merdes. Tu peux avoir totalement raison, parce que je suis sûr que tous les critiques ont raison dans un certain sens. Genre, c'est vrai, à chaque fois, ça a l'air. Enfin, je pense que souvent, c'est vrai dans un certain sens, mais en fait, comme elles font pas l'effort de faire les choses de leur côté et de tenter, elles se rendent pas du tout compte de la difficulté du truc. Ouais. Et puis du coup, elle crée rien, et n'aide pas de plus, Et quoi. du coup, elles créent rien, à part des critiques. C'est-à-dire des sortes de métadonnées, en gros, des trucs sur des trucs, sans en fait jamais essayer de créer quelque chose. En fait, elles impriment des lignes pour rien dire. Et il y en a quelques-uns sur YouTube. Ouais, il y en a quelques-uns sur YouTube. Hein, Anal Génocide. Oh. Non, franchement, perso, en fait, j'aime bien Anal Génocide. En fait, personnellement, je veux dire la vérité, genre, je regarde Anal Génocide depuis très longtemps, depuis qu'il est pas très connu, et j'adore vraiment ses vidéos. Genre, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette personnalité, j'arrive vraiment à ses blagues. Le seul problème, c'est un peu ma seule critique, donc j'ai vraiment de l'affection pour lui. Le seul problème, c'est que, en fait, il y a une partie de moi qui adore ce qu'il fait, et il y a une partie de moi qui essaye de créer des choses dans la vie, et qui se dit, mais en fait, c'est tellement facile d'être à côté, et de critiquer, et de faire des vidéos, et de clasher tout le monde. Ensuite, de parler de... Enfin, ces contradictions constantes et l'inversion accusatoire, c'est tout le temps comme ça avec les gens comme ça, mais en gros, genre, par exemple, dire... euh, genre citer Nietzsche pour dire qu'il faut pas s'attacher aux gens qui nous critiquent, et ensuite faire que répondre à des gens qui le critiquent, par exemple, ce genre de choses. Ou citer tout le temps Sénèque pour dire la colère, si t'es en colère, c'est que tu te prostitues à la colère, et ensuite s'enrager et ne pas contrôler sa colère. Enfin, bref. Et du coup, en fait, même si je l'aime bien, je peux pas m'empêcher d'avoir une sorte de mépris pour l'inaction absolue et la critique, ouais. Et en fait, je sais que à la génocide, par exemple, il y a d'autres personnes comme lui, ils vont jamais faire vraiment quelque chose. Parce que le jour où ils font quelque chose et ils le montrent au monde, à part si c'est encore un essai de critique de quelque chose, mais là je parle de une œuvre d'art Mhm. ou une entreprise, et bah là, en fait, toute leur critique s'effondre. Ouais. Parce que n'importe qui, genre, il y a le truc de ouais, mais c'est pas parce que je l'ai pas fait que je peux pas avoir raison dans ma critique. Ouais, d'accord. Mais les gens, intuitivement, ils savent très bien que quand tu critiques tout le monde et quand tu fais un truc, c'est nul, et bah, franchement, t'es un peu une merde. Et du coup, ces gens-là, ils peuvent pas prendre ce risque. Et en fait, ça va les bloquer dans ce truc de ne pas créer. Et du coup, en fait, ils vont jamais créer à cause de ça. Ouais. Et du coup, ils vont avoir encore plus de ressentiment. Voilà, c'est vraiment la boucle en fait. Ils vont avoir encore plus de ressentiment parce qu'ils s'empêchent de créer, parce que s'ils créent, on verrait que c'est pas ouf. Alors que du coup, le truc simple à faire, c'est genre créer en boucle. Franchement, maintenant, c'est ma méthode. Créer en boucle, tester des trucs. Même ça, littéralement, c'est un test, c'est la première fois qu'on fait ça. Et je me dis, je sais pas où ça va mener. Mais constamment créer des trucs et se dire, ok, c'est débunkable de 10 000 manières. On s'en fout, essayons. Et en fait, j'avais pas ce truc-là à la base parce que bah, justement, j'avais un peu la grosse partie de mon esprit comme Anal Génocide, c'est-à-dire critique et voir les failles, etc. Mais c'est en rencontrant
des gens qui parfois avaient créé des entreprises qui ont bien réussi, comme Armand par exemple, et Mhm. en voyant comment ce genre de personnes fonctionnent, des gens qui sont dans le concret, des gens qui passent leur temps à voilà, signer des contrats, à faire en sorte qu'une vraie entreprise fonctionne et pas rien. Euh, et en voyant ce genre de personnes, je me suis rendu compte que eux, ils fonctionnent pas du tout en mode je vais essayer de débunker la chose, en mode zététique, à critiquer, voir s'il n'y a pas une certaine faille et tout. En fait, ils essayent les choses. Et parfois, en moyenne, ils sont malins, mais même quand ils sont pas les plus malins, juste parce qu'ils essayent plein de choses, ils finissent par trouver des choses que personne a bien fait. Et ils changent réellement le monde, ils font, euh, ils font des vrais projets, quoi. Mhm. Et en voyant ces gens-là qui réussissent en faisant ces choses-là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment un piège. De trop de réflexion, quoi. Ouais. Et critiquer les autres pour se sentir mieux, du coup, c'est le même piège. C'est le même piège. Et en fait, maintenant, je commence à, genre, être dans le truc inverse. Et je crois que c'est vraiment puissant. C'est en gros, j'ai limite un plaisir, en fait, à me faire critiquer. Parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un, genre, je fais une vidéo et je suis pas du tout sûr que ça va être bien. Et il y a des gens qui critiquent. Et en fait, j'ai limite un truc qui me dit, ok, genre, je me fais critiquer, mais je suis content parce que je sais que j'ai fait le truc. Et j'ai limite un peu de sentiment de compétition parce que je me dis, ok, bah eux, ils se sont donné un désavantage parce qu'ils passent leur temps à te critiquer. Et en fait, quand tu critiques, tu penses plus à créer. Parce que même, en fait, je vois que moi, les périodes où j'ai envie de mettre des commentaires en mode, non mais tu fais n'importe quoi, mec, sous des vidéos, je vois que c'est le truc qui me donne envie de pas créer. Et je vois que c'est les moments où je suis pas créatif. Mais du coup, moi, je crois qu'il y a... En fait, on peut critiquer avec bienveillance. Et bon, ça, c'est un peu wouhou, tu vois, parce que moi, personne peut dire si t'es bienveillant ou malveillant, au fond. Hmm. Mais quand tu critiques avec malveillance, du coup, avec bienveillance, t'as pas ce truc de l'ego que ça te tue, tu vois. Hmm. Il y a une certaine humilité quand tu fais ça. Ouais, mais du coup, c'est une critique un peu du père qui veut vraiment aider son enfant, par Exactement, ouais. exemple. Exactement. Ouais, je vois. En effet, là, je parlais plutôt de la Ouais, ouais, critique. bah, on s'est bien compris, hein. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu critiques, mais vraiment positivement avec de la bienveillance, tu fais un peu un acte créatif. Mais pour moi, justement, ça t'élève. Ouais, Ouais. Les prophètes, ils étaient hors idéologie. Genre Jésus, il est quand même arrivé, il a dit, vous interprétez mal la Bible, tout ça faut oublier. C'est quelque chose. en fait, les prophètes, je crois que c'est vraiment comme les artistes. En gros, c'est des gens qui ont des visions. En fait, je pense qu'ils sont la majorité du temps schizophrènes. Enfin, qu'aujourd'hui on les diagnostiquait comme ça. Ouais, mais pour moi, c'est l'archétype chaman. Ouais, c'est totalement l'archétype chaman. Et du coup, ils sont. En fait, l'archétype chaman, il est vraiment bizarre parce qu'il est. En gros, il est pas dans l'idéologie, ça c'est sûr. Et je dirais pas non plus qu'il est dans l'idéalisme, je dirais qu'il est dans Dieu, mais tellement à fond qu'il communique directement avec Dieu en fait. Mhm. Mais. Ouais, non, il est pas du tout dans l'idéalisme. Ouais, non, Non, c'est l'inverse du nihilisme. c'est l'inverse du L'inverse nihilisme. pur et dur. En gros, mais en fait, il est tellement loin dans Dieu que c'est lui qui peut aller communiquer avec les dieux et Bah, ramener le message des dieux aux humains. je tombais sur un truc de théosophie qui disait qu'en fait, quand t'as un certain niveau, et ils disent que c'est ça pour Jésus, donc la théosophie c'est une petite religion ésotérique du siècle dernier. Quand t'as un certain niveau en tant que, je sais pas, spiritualité, je sais pas comment l'appeler, en gros tu peux te faire habiter, perdre ton ego et te faire habiter par Dieu. Eux c'est ce qu'ils disent. Ouais, totalement. Et du coup Enfin, ils disent, totalement. il y a Jésus de Nazareth, c'est l'homme. Il y a le Christ, c'est genre le Fils dans la Trinité, c'est genre la partie divine du Fils. Et donc il y a Jésus-Christ, c'est Jésus quand il est habité par le Christ. Et ils disent précisément, c'est au moment où, c'est après le baptême dans les eaux du Jourdain. D'accord. Donc avant, c'était pas Jésus-Christ, c'était Jésus. Exactement. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et ils disent même, les chrétiens se trompent sur ça. Ah, d'accord. Parce que les chrétiens disent Jésus-Christ depuis le début. Ouais, ils font pas la différence. Ouais, je Enfin, c'est ce vois. que j'ai lu, moi je sais pas si c'est vrai. Je vois. Et donc eux, ils disent aussi, ben, l'histoire de Bodhisattva, ou je crois que c'est ça, hein, le Bouddha, Hmm. c'est un peu ça aussi. Et du coup, lui aussi, il est devenu la même chose que Jésus. Ouais, en gros, il s'est fait habiter entièrement par. Ouais. Ouais. En fait, je pense totalement que ce truc existe. Parce que, par exemple, dans plein de tribus, j'ai l'impression, par exemple l'amazonienne, je crois qu'il y a des rituels par rapport au chaman qui se fait habiter par des dieux.
Mhm. Et je crois qu'il y avait la même chose dans la Grèce Ouais. sans doute la Grèce ou la Rome antique. Ouais. Bah, c'est un peu ça, comment ça s'appelle là? Les cultes à mystère. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'il y avait beaucoup de ça. Mhm. Et en fait, je pense que cette... en fait, je pense que dans un individu sain, enfin, dans un individu normal, il y a son conscient, son inconscient qui est très vaste, et il y a une partie de son inconscient qui est directement religieux. Mhm. Euh, et c'est pour ça que même les athées fervents, j'ai l'impression, ont toujours cette intuition religieuse et continuent à chercher une spiritualité, Mhm. souvent sans même s'en rendre compte. Et du coup, euh, ce truc-là, il est naturel, il est pas conscient la plupart du temps, on le ressent pas au quotidien, et parfois il va ressortir, et là on va être ultra choqué parce qu'on va se dire, ah mais en fait depuis le début il y avait ça en moi, ou alors depuis le début de l'existence, Ouais. ça contenait ça. Typiquement le trip de LSD un peu. Voilà exactement, ça ou l'expérience religieuse pour les religieux, et chez les chamans ou les prêtres ou la personne qui est totalement religieuse, ce truc, enfin totalement religieuse, en gros l'archétype du chaman, ce truc-là il va ressortir et prendre le contrôle de toute la psychologie. Ouais. Mais du coup c'est très rare. Ouais. J'ai toujours ce truc d'être plutôt sûr qu'en gros, ce qu'on appelle aujourd'hui des maladies comme la schizophrénie, etc., en fait, ça a sans doute un certain rôle dans la nature. Mais je suis totalement d'accord, je pense à la même chose récemment. Et en gros, en fait, il y a même des théories qui disent ça, genre qui sont scientifiques et tout, qui disent que si environ 2% de la population est schizophrène, c'est parce qu'il faut des chamans dans la société. Et je le pense vraiment, genre ça s'aligne vraiment, mais par exemple, comment il s'appelle euh, Sapolsky. Sapolsky, il a un long cours où il explique que c'est vraiment pas la même chose. Et la folie, c'est vraiment la folie, c'est accepté dans aucune religion, dans aucun peuple. Et en gros, il dit que dire ça, c'est romancer les maladies mentales Mais moi, et leur trouver une utilité. moi je pense vraiment pas aux mecs fous quand je parle de ça. Je pense aux gens qui sont un peu trop ouverts, tu vois. Moi, je pense carrément au mec fou. Ah non, je pense que les mecs fous, c'est une maladie, en effet. En fait, je Je- pense pas. Bah, Enfin, je pense qu'il y en a qui sont littéralement trop fous et parce que c'est vraiment une maladie, mais j'ai l'impression qu'il y en a, c'est aussi sélectionné. je crois pas, parce que pour qu'il ait un vrai rôle, le prophète, faut qu'il apporte des informations. En gros, son rôle, c'est d'écouter Dieu et de rapporter la parole de Dieu, schématiquement. Ouais, Et s'il est trop fou, il est même pas capable de communiquer avec la société. Ça devient ouais, une je crise vois. cosmique. En fait, t'as raison, il n'y a pas un équilibre. Mais j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui seraient naturellement un peu bizarres, un peu orientés comme ça. Et du coup, ils se feraient former par le chaman du village. Et ensuite, ils deviendraient le chaman suivant. Ouais, mais du coup, moi je crois que cette fonction, c'est ces mêmes gens-là, mais beaucoup moins. Ouais, moi, Genre en gros, qui peuvent connecter avec la société et comprendre le monde. je suis d'accord, mais pas... Enfin, du coup, moins, mais peut-être pas si moins, en gros. Mais tu vois, Jésus, il est pas fou. Bah, si, un peu, genre, il entend des voix et tout. Oui, mais c'est pas. Oui, mais je veux dire, là, c'est pas un niveau de vraie folie. Ouais, Il ouais, entend des non, voix. ouais, ouais, t'as raison, c'est pas la vraie folie. Mais du coup, ouais, et pareil, il y a un truc. C'est un peu chose que je veux dire, mais je crois qu'il y a des gens qui entendent des voix et qui sont sains d'esprit. Et, euh, et j'ai déjà entendu des gens qui me disent qu'ils entendent des voix. Et c'est des gens vraiment normaux. Hmm. Enfin, pas des gens spécialement quoi. Ouais. En fait, je pense que déjà, on entend tous notre petite voix dans notre tête, mais que c'est... En fait, si on est vraiment ouvert à notre inconscient et à tout ce qui peut se passer dedans, c'est pas du tout étonnant que parfois on entende une partie de nous qui dit un truc ou bon, on peut voir ça d'un point de vue plus spirituel. Moi, je vois ça d'un point de vue assez psychologique, donc je dirais que c'est voilà, Mhm. c'est interne. Mais je sais que dans la vision spiritualiste de tout ça, Pour moi, j'ai envie de te c'est dire, externe. on peut pas savoir. Bah, en fait, pour moi, c'est les deux à la fois. Enfin, Ah bah, c'est déjà pas la même réponse. c'est les deux à la fois. Ok. Mais, On peut pas savoir, ouais. ok, c'est les deux à la fois. Ça a l'air bien de devenir vraiment calé dans tous ces domaines de la biologie. Ouais, on n'a pas le time, On c'est n'a ça pas qui est du tout chiant. le time. C'est vraiment bizarre, la vie, tu vas faire des choix qui sont. Ben, ouais. En fait, la vie, c'est que voir qu'il y a plein de trucs que tu pourrais apprendre et faire des choix horribles. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Franchement, j'aimerais bien vivre plusieurs vies pour aller explorer plusieurs Bah ouais. carrières, des trucs comme ça. En fait, j'adorerais, genre, avoir, en gros, un peu tout du long du spectre de l'abstraction. C'est-à-dire avoir une vie en tant que mathématicien, Putain, purement dans l'abstraction. pareil. Une vie, peut-être en tant qu'artiste Artiste, aussi. artiste dégénéré à fond. Ouais, mais ce serait cool aussi d'être une superstar dedans. C'est vrai, bah oui, mais je parle de ça.
Ok, genre dégénéré superstar. Ouais. Ok. Et là, je te Genre parle qui se drogue à fond. d'explorer le spectre des trucs qui se droguent à fond, mais c'est bien si tu te tires pas une balle, quoi. Ouais, franchement, si tu veux aller au fond du truc, faut te tirer une balle. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être. Je pense pas. Je pense que si tu veux cette vie-là, il faut le faire. En vrai, ces gens-là, ils sont malheureux, donc en vrai, on peut pas, tu Ils vois. sont malheureux, mais d'une certaine manière, ils créent des trucs qui ont énormément de valeur. Ouais. Ouais, mais. Ouais. Moi, je suis toujours ambivalent parce que tu sais, ça aussi, ça normalise ce train de vie dégénéré. Et C'est vrai, et ça donne envie aux gens de le faire. ouais. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est limite biologique en eux. Ouais, Genre, ils sont nés avec ce truc mais je leur veux pas. d'être des malades. Ouais. Mais du coup, ouais, genre des vies tout au long du cycle d'abstraction, genre ça, et ensuite, au contraire, beaucoup plus concret, entrepreneur, machin. Ouais. Et puis après, des trucs Et de science, genre. scientifique, en fait, c'est entre les Voilà. deux, scientifique. Ouais. Totalement. Genre de la biologie, de la microbiologie. Ouais, Franchement, il y a une carrément. vie de dev aussi. Une vie de dev En où fait, il y a une vie où t'es tu fais un full truc, dev et tu connais tous les langages. ouais, où t'es la Genre, pointe dans un truc. Genre. ouais. Il y a une vie où tu t'incarnes un mec qui vient de la haute. Il y a une vie où tu t'incarnes un mec qui vient de tout en bas. Hmm. Franchement, pourquoi pas sportif aussi, ça a l'air pas mal. Sportif, ça a l'air intense comme vie. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le roller coaster. Tu Ouais. participes au JO, tu te fais une petite blessure, un truc comme ça, ou tu rates ta seconde, et c'est mort. Mais imagine un truc encore pire, genre MMA. Ah, il y a tellement une vie à avoir en tant que fighter de MMA. Ouais. Une vie juste à elle. Oh putain. Et après, tu sais, t'as tes sportifs de l'ombre, genre c'est pas médiatisé, mais typiquement le manga sur l'alpinisme, là où les mecs ils sont tellement passionnés qu'ils sont prêts à mourir. Hmm, Ce genre de truc. ça a l'air bien. Ouais. Je me demande en fait à quoi ça va ressembler. En gros, on dit que le code se fait automatiser de plus en plus et que ça va de plus en plus être genre des IA et gérer des IA, etc. Mais je me demande à quoi ça va ressembler concrètement de faire tous ces trucs-là. Par exemple, tu as vu le truc de Git qui a une IA qui prédit qu'est-ce que tu vas écrire en code et qui l'écrit à ta place, Ouais. qu'on a vu l'autre jour. Eh bien, je crois que ça s'appelle Copilot. Ouais, c'est un truc comme ça. Et ben en fait, je me demande, là, si tu devais décrire ton programme mais de manière encore plus méta, parce qu'en fait, ce truc Copilot existe, et du coup, tu n'es même plus en train d'écrire et il est en train de prédire, tu décris carrément à un niveau plus méta. Un peu comme un framework en fait, mais encore plus méta que ça. Ouais, mais intelligent, quoi. Je me demande à quoi ça ressemble. Genre, est-ce que c'est carrément, on décrit, euh, je veux une extension qui connecte machin à machin, et lorsque machin, ça fait machin. Et là, bam, le truc est codé. Bah, je crois que c'est ça, du coup c'est pas encore hyper fiable, mais d'une certaine façon on peut dire que les langages bas niveau et les langages haut niveau, tu vois, Hmm, c'est des fonctions, enfin les langages haut niveau c'est utilisent des fonctions élaborées, on pourrait dire hmm. ça. Bah, là ce serait une fonction mais d'un ordre plus abstrait. Ouais, c'est intéressant comment nous, on n'a pas cette impression, mais rien qu'en écrivant du JavaScript ou du Python, déjà pour ceux à l'époque de l'assembleur, c'est vraiment choquant. Ouais. Ou à l'époque où le C a été créé, Ouais. euh, on dirait que c'est vraiment choquant de directement parler à un niveau d'abstraction comme ça et pas avoir à gérer manuellement la mémoire, etc. Tout ça. Ouais. Et, et du coup, je pense que ce sera vraiment choquant dans 20 ans de se dire ah, vous écrivez manuellement en JavaScript? Non, parce que moi je fais un vocal à mon ordi, en fait, il code le programme. À mon Ouais, voire portable. même Neuralinker, Ouais, je sais pas quoi. Neuralink est direct. Mais du coup, je me demande par exemple, pour les détails techniques ou les problèmes, comment ça sera géré? Est-ce qu'on le fera encore un peu manuellement ou est-ce que c'est juste ah non, celle-là, cette requête c'est plutôt ça. Enfin, cette fonctionnalité c'est plutôt ça. Même pas requête. Bah, du coup en fait j'imagine qu'il y a des fois où il y aura un bug si t'abstrais trop, parce que tu dis un truc à l'IA qui est un peu général, et sur des cas particuliers exceptionnels elle va se planter, parce qu'elle aura pas la même règle que toi. En fait, il y a tout ce truc de. Faut qu'elle comprenne le langage, mais il faut aussi un peu qu'elle comprenne la manière dont nous on fonctionne et on s'exprime Ouais. et le monde. Tu sais, c'est toujours le problème de. Le problème en gros, l'IA, elle comprend, quand elle comprend un langage, c'est qu'elle le comprend vraiment, parce qu'elle n'a pas ses bases du monde, les bases empiriques, quoi. Il y a une. Je sais pas si tu connais cette, euh, cette analogie qui est utilisée pour ça. C'est imagine que tu as une fille qui est dans un bunker, et tout est en noir et blanc dans le bunker. Et la fille, elle est super intelligente, et elle étudie toute la vie, toute l'existence.
Ah oui, je connais. Il y a Genre, du rouge, un truc comme ça. ouais, ouais, exactement, dans un livre, etc. Et elle lit tout, donc maintenant elle peut tout décrire. Donc elle peut te dire que le rouge, ok, c'est telle longueur d'onde, donc c'est tel truc, le photon, c'est constitué de telle corde qui fait tel ça. Et la question, c'est est-ce qu'elle sait vraiment ce que c'est le rouge? Et la vérité, c'est que non. Parce que c'est voilà, c'est empirique. Et en fait, c'est la même chose pour l'IA. C'est un peu flippant de se dire que ça se trouve, tu vas écrire des choses, elle va très bien le traduire en ce que tu voulais dire en termes de code, mais en fait, elle comprend pas. Ouais. Et on C'est arrive un peu au chaud. trombone. On arrive au trombone. Mais même par rapport à Mario et l'IA qui joue à Mario, c'est un peu choquant parce qu'elle se rend pas compte qu'elle joue à Mario. Ouais. Mais Oh du mon coup, dieu, quelle horreur. si t'as une vision totalement rationnelle du monde, tu pourrais te dire les insectes, par exemple, c'est ça. Mais je suis un peu d'accord avec ça aussi, Mais moi, je même crois si je pense pas. qu'elle a conscience. Moi, je crois qu'il y a un tout petit peu de conscience. Ouais, Au en moins un tout fait, petit peu. moi je suis d'accord. En fait, la conscience est quantifiable et il y en a chez eux aussi. Et c'est juste une question de quantité. Et Mhm. du coup, la question à 1000 euros, c'est la conscience, tu dois la relier à quelle métrique? En gros, est-ce que c'est le nombre de neurones? Non, pas vraiment, la Non, densité et tout. non. En fait, pour moi, si. Bon, je vais un peu tester des heuristiques, hein, mais un heuristique, déjà, ça pourrait être le nombre d'interactions entre les neurones par seconde, par exemple. Bah là, je dirais que c'est. Ah, ah peut-être parce que quand t'es en. Mais c'est bizarre, tu vois, le flow, tel que décrit par Mihail Csikszentmihalyi. Euh, c'est difficile de dire si t'es plus conscient ou moins conscient quand t'es en flow. En fait, tes zones du cerveau qui sont activées d'habitude, elles sont moins activées, le réseau du mode par défaut. Et tes zones qui sont liées à l'activité elle-même, elles sont beaucoup plus activées. Donc, c'est ça, c'est là où vraiment on va deep dans la définition du moi. C'est que, d'une certaine manière, tu es moins activé si tu t'identifies à ton réseau du mode par défaut, qui est le truc qui est activé d'habitude et c'est ta petite Mhm. voix. Mais si tu t'identifies à tout ton cerveau, en fait, c'est juste une autre partie de toi qui est activée. Et on pourrait même dire que c'est encore plus toi, parce que sérieusement, parfois la petite voix dans ta tête, elle te fait chier. Et tu veux pas tout le temps rester dans le réseau du mode par défaut, sinon tu peux rien faire, quoi. Mhm. Et du coup, c'est vraiment là où pour moi, la barrière entre toi et pas toi, c'est mort. À ce niveau-là, il faut descendre plus bas et dire, ok, bah, c'est des parties de ton cerveau, donc c'est des parties de toi. Ouais. Parce que sinon, après, t'es obligé de redescendre en disant, ouais, le toi, en fait, c'est plus ça, du coup, c'est juste la glande pinéale ou je sais pas quoi. Et il y a un moment où, Ouais, mais moi, je suis plutôt de l'avis de dire c'est tout. ouais, c'est tout. Ouais. Ouais, mais après, tu peux aller encore plus loin, tu peux dire, est-ce que c'est ton corps? Ouais. Est-ce que c'est Bah, oui, bon, ton bref. portable? Ton portable? Non, mais franchement, au-delà du truc un peu débile de est-ce que ton portable c'est toi, en fait, il y a un peu une question philosophique de. Genre, si purement. Franchement, la question, c'est pas si ton portable c'est toi, c'est si ton portable est ton corps. Et là, on pourrait dire oui. Est-ce que ton portable est ton corps? Ouais. Ouais, mais du coup, ton corps c'est toi? Bah, pas forcément, parce qu'en fait, tu pourrais dire que la conscience, elle est géolocalisée ailleurs que le corps. Ouais, dans les neurones. Ouais. Même si Hmm, elle est dans le corps. hmm. Ouais, mais du coup, en fait, c'est trop marrant parce que tu peux toujours jouer avec la limite. Par exemple, la moelle épinière, c'est des neurones. Ouais. À quel point est-ce que t'es dans ta moelle épinière? Bah, franchement, les chakras, c'est pas un peu la moelle épinière? Peut-être que je dis des bêtises, hein. Franchement, j'en sais Si, rien. je pense que c'est lié. Mhm. Mais, ouais, c'est lié. Donc, eux, ça se trouve, ils te diraient oui. Les mecs qui sont. Qui croient ça. Bah, on va dire c'est les chakras, ouais, je pense que c'est un peu un heuristique de ça. Et je pense qu'ils te diraient, oui, mais du coup, ils ont vraiment un délire d'un certain nombre de points, Mhm. ce qui est pas trop reflété par les neurones. Oui, mais c'est peut-être une représentation symbolique des Oui, fonctions. totalement, totalement. Et puis ça se trouve, il y a même une corrélation, on n'en sait rien. Enfin, moi, je connais pas tout ça. Genre, je crois que je t'ai dit l'autre jour, mais je crois que, en gros, l'ordre de l'orgasme, genre l'ordre quand il est envoyé, enfin, on va dire le truc vraiment le plus profond biologiquement, en fait, il part pas du cerveau, il part directement quelque part dans la moelle épinière, plutôt bas. Ah ouais? Ouais, C'est scientifique, ça, du coup. ouais, c'est scientifique. Je saurais pas m'engager sur les mots exactement. Ouais. Mais j'avais lu un truc, j'avais un peu approfondi et c'était vraiment C'est un ça. délire. Et ouais, en gros, ça disait qu'en fait, c'était plus quelque chose qui se passait et ensuite ton cerveau en devenait conscient parce qu'il l'apprenait. Ok. Plus qu'un truc qui était contrôlé. Bon, ça après, c'est un truc qui se ressent un peu, mais ça venait directement de la moelle épinière, quoi. Ok. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est le truc vraiment le plus animal. Et en même temps, pourquoi est-ce que ça aurait été externalisé dans le cortex? Genre, le truc, il existe chez tous les animaux, enfin, tous les animaux qui se reproduisent, quasiment tous, enfin, reproduction On se sexuée, comprend, on se donc pas comprend. les. Voilà. Mais, mais du coup, ouais, c'est
totalement logique que le truc ne soit jamais parti de la moelle épinière, en fait. On parlait de quoi, là? De conscience? Ah ouais, de où est la conscience? Ouais, en gros, euh, je pense que dans le truc de est-ce que ton portable c'est toi, il y a vraiment un peu une question philosophique parce qu'en fait, euh, est-ce que t'es d'accord que ton corps c'est toi ou pas? Pour toi, c'est un truc qui appartient à toi? Franchement, ça défend, comme toujours, c'est une question de définition de c'est quoi, Ouais, mais du coup, je te- parle de ta définition. tu vois, c'est quoi ton identité. Hmm. Est-ce que enfin oui, mais c'est littéralement la question que tu poses de toute façon. Parce qu'en fait, après, j'ai envie d'aller aux frontières à dire genre les ongles, mais du coup, à quel moment l'ongle il tombe? Peut-être que c'est tout là où t'as une conscience, donc là où t'as des nerfs. Peut-être quand t'es dénervé, enfin quand tu sens, t'es paralysé d'une jambe, bah, cette jambe c'est plus toi. Ouais. Je sais pas, hein. Franchement, je D'ailleurs, sais du pas. coup, ça veut dire que quand t'es paraplégique, il y a une partie de ton corps qui est plus toi. Ouais, D'ailleurs, ça oh, doit être putain, vraiment c'est fou. bizarre en termes Mais oui, d'ailleurs, d'expérience subjective. il y a ce truc, pareil, tu te fais baiser une certaine zone du cerveau, si tu ne reconnais plus tes propres membres. Ouais, totalement. Et il y a vraiment des trucs incroyables sur ça, en mode genre... euh, j'avais lu ça dans le livre de Ian McGilchrist sur les deux hémisphères, là. En gros, il disait qu'il y avait un truc, par exemple, c'est quelqu'un qui a eu cette maladie, donc il va pas reconnaître son bras. Et quand il va se lever le matin, il va être en mode «Oh putain, il y a un bras dans mon lit!» Ou genre, il va être Ouais. surpris comme ça. Et ensuite, il y avait toute une expérience bizarre où il demandait au gars c'était le bras de qui. Et le gars disait bah, c'est le bras de ma mère. Et le mec disait pourquoi est-ce que c'est le bras de votre mère? Genre, pourquoi est-ce qu'il est connecté à vous? Et en fait, le mec ressentait tellement que c'était pas son bras qu'il était obligé de trouver une explication. Et du coup, le Ouais. seul truc qu'il trouvait à dire c'était que sa mère. C'était que c'était sa mère. Ouais. Mais il y a ce truc, quand du coup il te manque une partie du cerveau où ils sont pas connectés, je sais pas quoi, tu as des réponses absurdes mais automatiques. Ouais, et tu les justifies Ouais. complètement. Et tu Ouais, justifies. ouais. Tu sais, ça, c'est le truc de ouf avec les deux hémisphères. Tu sais, l'un qui a une opinion, l'autre qui a une autre opinion. Et ensuite, tu crées une histoire. Ouais, Tu connais ce truc? ouais, je connais ce truc. Incroyable. C'est un truc de ouf. Tellement incroyable. Franchement, il y a tout encore une énorme discussion à avoir sur Split Brain, tous ces Mais moi trucs-là. je connais pas assez bien toutes ces histoires de Oh, Spielberg. franchement, ça délire. Franchement, j'étais intéressé il y a très longtemps, mais j'ai juste fait la surface. Faut que tu regardes. C'est vraiment un délire. Déjà, les baramines, c'est un délire. Ouais, Phileas Cage, là, le mec qui s'est pris la... Il y en a qu'un seul qu'on a pris. Il y en a un qui est connu. Ouais, bah ouais, celui qui est devenu Moody. Moody. Ouais, genre, il est devenu genre alcoolique et énervé, et genre il a Ouais, buté sa femme, un truc ouais, comme ouais, ça. totalement, totalement. Ouais, Et en fait, c'était une partie du cortex préfrontal. Mais comme il ok. faisait à l'époque pendant les Lobotomie. lobotomies, Je ouais. crois que le lobotomie ça t'avait plus bas. Non, je crois que c'est vraiment le cortex préfrontal, la lobotomie. Ah ouais. Ah ouais, en fait, le Ah mais c'est le délire. pire truc. Alors en gros, les gens savent pas, mais la lobotomie, c'était un vrai truc qui était pratiqué et qui à certaines périodes, a été pratiqué Mais, je crois centaines de milliers de personnes. ouais, en quantité. Et en fait, le délire de la lobotomie, donc, alors je suis pas un expert, mais de ce que j'avais vu, il y avait tout un truc en mode attention les yeux. Ça se fait en mettant un truc à l'intérieur de l'œil. Un pic à glace. Ouais, genre, en C'est un gros, pic à glace, juste quoi. au-dessus de l'œil. Mais déjà, c'est quoi ce délire? Au gros, au moment où tu vas. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas du crâne là ou... Ben non, il n'y a pas du crâne. Non, justement, c'est parce que t'as un passage très fin que Oh tu là peux là, mon casser et Dieu. ensuite tu tournes quoi. Ouais. Oh mon Dieu. Quand tu tournes, ça détruit le cerveau, mais du coup, il n'y a pas genre des moments où, je sais pas, ton sang il va coaguler. Ton sang il J'en coagule. sais rien, franchement, j'en sais rien. Le liquide hémato-encéphalique, Mais enfin, il fait un truc dur, ça se trouve. non, mais même il a pas le temps de coaguler assez pour empêcher un putain de bout de métal de te ratisser le crâne. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, une fois qu'il a ratissé, quoi. Ah, c'est n'importe quoi, à Ouais. quel moment les gens disaient Et ça. du coup, en fait, je crois que le délire, c'était qu'en gros, quand on faisait des lobotomies, le cliché des lobotomies, c'est que ça transforme les gens en zombies. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment vrai. Ouais, je Parce crois. que t'enlèves le cortex préfrontal, t'enlèves la partie la plus humaine, donc tu gardes que ce qui est animal. Et donc, en fait, les gens, je crois, ils commençaient à agir un peu automatiquement. Ouais, il y a aussi un truc des trous dans le crâne, dans des tribus. Ah oui, ce truc où en plus l'opération a marché, il y a genre un rond découpé et tout. Il y a un rond découpé dans plein de crânes. Ouais. Et en fait, genre, ça met directement l'air en contact limite avec le cerveau. Enfin, t'as quelques couches encore. Et apparemment, ça avait des effets hallucinogènes, euphorisants, Ah. pour certains. Comment on peut savoir? Genre, ils ont fait ça En fait, je crois que ça a aussi été très pratiqué récemment. Mais je crois pas en Europe. Mais c'est méga hardcore, ça me met vraiment mal. Genre, j'ai vraiment un malaise physique. Mais de parler de ça. tu veux savoir un truc? Tu sais que les bébés, quand ils naissent, Ah ouais, tu sais ça? non. En fait, les bébés, quand ils naissent, en gros, leur crâne, il est pas tout à fait refermé en haut. Donc, genre, il y a tout Comment un... ça pas refermé?
En fait, les bébés, quand ils naissent, j'imagine qu'il y a du cartilage ou quelque chose. C'est pas du tout une blague. En fait, leur crâne, il est pas très solide au-dessus. C'est-à-dire que si tu prends un bébé qui est né, je pense, je sais pas exactement combien de temps ça prend, j'ai pas envie de dire des bêtises, j'imagine quelques mois, peut-être même quelques années pour que vraiment ce soit solide. Franchement, je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Mais il y a tout un truc comme quoi, en fait, quand tu touches pas très loin de leur cerveau. Ben, Et du coup, faut pas le faire trop fort. c'est horrible. Et, euh, et ça, ouais, faut... Et donc c'est pour ça qu'un bébé qui tombe par terre, c'est vraiment pas bien. Alors que plus tard, tu tombes par terre, c'est juste ton cerveau qui va bouger au sein de Ouais, c'est ton juste une crâne. commotion. Ah, Il y a un truc, tu vois comment nous, on a genre le liquide hémato-encéphalique pour un peu amortir les chocs du cerveau. ouais. Et pour que quand on, par exemple, tombe la tête par terre, on s'est pris KO, bah on va pas, voilà, le cerveau il va pas exploser. Mais du coup, ce qui me choque vraiment, c'est le pivert. J'étais sûr que t'allais dire ça. Bah oui, parce que l'autre jour, on avait un pivert, perso, j'étais choqué. Le pivert, il fait des très très gros mouvements du coup, Ouais. franchement. Et du coup, mais t'imagines son cerveau. Et du coup, toute sa biologie, et y compris sa neurobiologie, se sont adaptées. C'est vrai? Ouais, C'est toi qui m'as dit ça, j'étais Ouais. choqué. C'est incroyable. Et c'est marqué quelque part sur Wikipédia, parce que c'est là-bas que je l'ai lu. Mais genre, il y a plusieurs ajustements, type liquide hémato-encéphalique ou forme de boîte crânienne, des trucs comme ça. Oh là là, c'est vraiment intéressant. T'imagines, c'est même plus un liquide, c'est une sorte de gelée. Bah, du coup, il y a moyen que ce soit ce genre de truc. J'en sais rien. Franchement, c'est intéressant. T'as déjà regardé les vidéos de dissection Non. Ah! sur J'ai- YouTube, genre? J'ai regardé une Genre vidéo de dissection boucherie une cerveau. fois. De quoi? De boucherie. Ah ouais? Ouais. Genre, où ils prennent un cochon et ils le font en mode boucherie. Ah ouais, tu sais qu'il y a ça pour des humains? Ah! Sur YouTube. Sur YouTube? En fait, Attends, mais c'est méga hardcore. Non, 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 En fait, non, je te crois pas. les trucs qui sont sur YouTube, en gros, c'est pas, j'ai l'impression, les plus choquants. Mais par exemple, il y a carrément des dissections de membres Wow. et de cerveau et de Wow. cœur, par exemple. Sur YouTube? Ouais, t'as jamais vu ça? Non? Je pensais que t'étais déjà tombé sur ces trucs. Non. Donc, par exemple, il y a sur YouTube, genre, quelqu'un qui tient un cerveau à la main, qui va t'expliquer des trucs dessus, qui va te dire, par exemple, genre que la texture, elle est vraiment bonne parce qu'il a été prélevé récemment, mais rapidement, la texture, elle change. Un peu comme une éponge. Wow. Et ensuite, qui va, par exemple, la couper en fines lamelles. Et ensuite, en fait, ils ont une méthode, ils les mettent tous à côté. Et du coup, c'est un peu comme faire Ouais. un scan. Ils peuvent voir, par exemple, s'il y a un problème quelque part, si ça se retrouve sur plusieurs, etc. Ouais. Et il y a ça, vraiment pour des... T'as pas l'air bien. Je suis physiquement malaisé. C'est vrai? Ouais. Il y a ça vraiment pour des membres, des gros trucs, y compris ouais, ouais, des corps, etc. quoi. Et aussi, ce qui est choquant, c'est que euh, tu vois comment nous, on s'imagine une tumeur comme un truc noir. Mhm. Et du coup, tu crois que bah, tu vois une radio ou alors tu vas à l'intérieur du corps des personnes, la tumeur, elle est visible. Ouais. En fait, par exemple, les tumeurs du cerveau, pendant les opérations, c'est vraiment très dur à distinguer pour un œil pas averti. Donc eux, j'imagine qu'ils ont l'habitude et tout. Mais en fait, il va couper un truc dans le cerveau et tu le vois faire. Et t'es en mode, Wow. attends, mais t'es sûr que c'est ça la tumeur? Et en vrai, je pense qu'il est assez précis. Mais c'est des choses qui sont vraiment pas faciles à voir. De la même manière que dans les radios, quand c'est un gros objet métallique, bon, voilà. Mais quand c'est un petit truc, sans œil averti, c'est très dur à voir. Et voilà, par exemple, un cancer, bah, il a pas une autre couleur en fait. Enfin, parfois il peut avoir une autre couleur, mais. Ouais, je pense que ça vient du cancer des poumons qui est impressionnant, un truc comme ça. Ouais, aussi de la sensation qu'on a par rapport à un truc parasitique. Mhm. Je sais pas si t'as ce truc, genre, là, si tu mets ta main sur ton cœur, Ah ouais, t'as un petit malaise? est-ce que là tu commences à être mal à l'aise? Ouais, j'ai ça. Ouais, je vois. J'ai ça. Mais en fait, j'ai de la famille qui est morte de crise cardiaque. Du coup, j'ai un peu ce trauma. Waouh. Mm. Il y a un truc qui s'appelle la cardiophobie. Et en gros, c'est quand t'as constamment peur de faire une crise cardiaque et t'es en stress. Tu crois que t'as ça? Ouais, je pense. Moi, j'ai déjà un peu l'impression d'avoir eu ça, mais c'était que sur quelques heures ou quelques jours. Quelques heures. Quand j'étais petit, j'avais des pincements dans la région du torse. Impossible de dire où, mais dans la région du torse. Assez fort et c'est arrivé que quelques fois. Mais du coup, ça me traumatisait un peu. Ouais, je vois.
Moi aussi, il y a quelques moments comme ça où je me suis dit, ça se trouve, je vais mourir maintenant. Ouais. Ouais, c'est vraiment flippant, hein. Mhm. Et c'est vraiment magique comment le cœur, il est si bien programmé. Genre souvent, je me dis, non mais attends, il y a combien de battements là? Non mais attends, juste à cause d'un bug, il y a forcément le truc qui va s'arrêter à un moment ou à un autre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, franchement, Le quasiment truc est zéro. solide. Le truc est solide. Il y a quasiment zéro crise cardiaque. Ouais. À part, enfin, quand t'es jeune, à part à cause de vraiment des gros problèmes, etc. et tout, en natif, quasiment zéro crise cardiaque. Ouais. Et C'est pourtant, mort. tu peux prendre des grosses drogues et ne pas avoir de problème de cœur. Bon, Ouais. du coup, les drogues, tu cherches un peu, voilà. Ouais. Mais même les gens qui, enfin, par exemple en MMA ou dans d'autres sports, j'ai l'impression qu'il y a rarement des crises cardiaques. Pourtant, ils se poussent. Mhm. Et en fait, c'est parce que c'est tellement la base de la vie, c'est un peu comme la reproduction, c'est tellement la base de la vie que les circuits, c'est pas juste un circuit neuronal, c'est genre tout le muscle est fait comme ça, et du coup il y a des neurones à l'intérieur du muscle. Là je te mets mal à l'aise. Non, non, j'ai entendu parler de ça. Et en fait, du coup, ouais, le truc est fait pour point barre, quoi. En fait, tu vois, plus les animaux sont grands, plus plus leur cœur bat lentement, plus ils sont Ouais. petits, plus leur cœur bat vite. Mhm. C'est aussi corrélé à l'espérance de vie souvent, genre plus ils sont Ouais, il y a grands, un plus... nombre de battements de cœur qui est dans le Voilà. même ordre de grandeur. Et en fait, je crois que c'est environ 1 milliard. En gros, je crois que tous les êtres vivants qu'on connaît et qui ont un système circulatoire comme ça, ils ont à peu près 1 milliard de battements de cœur Mm. au fil de leur vie. En fait, ça paraît pas beaucoup, parce qu'on se dit 1 milliard, mais en fait, franchement, ça prend du temps de monter les ordres de grandeur. Ouais, ouais, totalement. Ouais, ça me faisait bizarre avec mon chien parce que du coup, j'avais un gros chien qui avait pas forcément une énorme espérance de vie de base. Et le cœur bat plus vite. Ouais. Et du coup, t'as un peu l'impression que ça va. Moi, il y a un truc, parfois, je me dis, ok, donc si c'est 1 milliard, putain, vous allez un peu vite, les gars, vous voulez pas ralentir? Et du coup, je sais pas si tu sais ce truc, enfin, si tu connais cette théorie, mais en gros, c'est vraiment, c'est que de la broscience depuis tout à l'heure. On fait que balancer des théories, y a rien qui est vraiment sûr. On sait que la majorité, normalement, c'est bon. Franchement, On- J'ai vraiment l'impression d'être chez Joe Rogan. Ok. Et je sais pas si tu connais ce truc, mais en gros, les athlètes, quand ils sont pendant l'expérience sportive, ils vont avoir un cœur qui bat extrêmement vite. Et c'est souvent, il me semble, corrélé à leur performance. Enfin, en tout cas, c'est une particularité de ce qu'ils font. Mais du coup, c'est aussi eux qui vont avoir le cœur qui bat le moins vite pendant les autres, quand ils sont au repos. Et en gros, je crois que tu peux même voir ça en mesurant au repos, parce que si tu vois qu'au repos, quelqu'un bat plutôt vite, normalement, il fait pas beaucoup de sport. Mais si tu vois qu'au repos, il peut vraiment descendre très bas, c'est parfois que c'est un athlète et du coup qui monte haut pendant le sport. Ouais, je vois. Et j'ai l'impression, attention broscience, j'ai l'impression que c'est un peu la manière qu'a la nature de réguler le truc et de faire qu'au final tu tombes sur 1 milliard. Je veux pas dire que genre c'est obligé que tu tombes sur 1 milliard, mais en gros, comme un mécanisme de régulation naturelle. Mhm. Un peu comme le fait que si tu stresses fort à certains moments, bah après en fait, même un truc stressant, c'est plus du tout stressant. Alors que si tu stresses jamais et que tu restes chez toi, bah genre juste sortir et aller parler à la boulangère pour lui acheter une baguette de pain, ça devient stressant. Mhm. Genre ça se régule. Mais je crois pas. Comment ça? Ah, tu vois pas que c'est ça? Mais Bah, du coup, tu crois que c'est un hasard? Pourquoi est-ce que les non, je sportifs, dirais ils pas que pourraient c'est un pas... hasard. Je dirais pas que c'est un hasard. Pourquoi est-ce que les sportifs, ils pourraient pas avoir beaucoup de battements par minute pendant le sport et ensuite avoir un battement, comme tout le monde, plutôt normal? 90, Ah, genre. en gros, tu veux dire que genre leur corps, il se dit, ok, lui, il est vraiment chaud. On va rester en première le reste du temps. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, en fait, la première, ça devient un truc vraiment bas, quoi. Ouais. Et du coup, on dirait que c'est sain. De la même manière qu'il est bon d'avoir des fortes cyclicalités, j'ai l'impression, dans les hormones, ou par exemple faire des jeûnes, etc. J'ai l'impression qu'il serait aussi sain, du coup, d'avoir des expériences sportives, et ensuite d'être plus au repos, tout d'être tout le temps un peu entre les deux. Je suis pas un expert. C'est un peu du Taleb, bref. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est marrant parce que ces trucs-là mettent mal à l'aise, et c'est une sensation de malaise vraiment profonde, parce que tu sais, on pense à nos organes et tout. Mhm. Je crois que c'est un peu la mort, mais point de vue physique, instinctif. Ouais, le fait de se dire, ok, on est de la matière. Il y a déjà un moment où tu t'es dit, du coup, où t'as vraiment cru que t'allais mourir? Il y a un moment où j'ai une expérience où j'ai un peu ressenti la mort, exactement par rapport à ce truc-là. Par rapport au fait qu'en gros, le corps physique, c'est de la matière. Mhm. Et je me suis pas dit que j'allais mourir, je crois, mais je crois que j'ai ressenti pas très loin de la mort. Mais je peux pas franchement dire que
j'ai ressenti la mort. C'était plus ambigu. Mhm. Mais genre, en gros, quand je suis sorti de cette expérience, euh, j'ai pleuré. Mhm. Je pleure pas très souvent. Et je ressentais extrêmement profondément, comme je l'ai jamais ressenti, qu'on était, c'est vraiment déprimant, hein, mais qu'on était comme l'image qui me venait sur le moment, c'était des sacs poubelles qui flottent sur la Terre. En gros, qu'on était juste des corps physiques. euh, et que c'était limité dans le sens où c'était extrêmement vulnérable. Et que, en fait, je pensais, genre, n'importe quoi qui fonce sur toi, une voiture, un truc comme ça te bute. C'est choquant comment t'es juste un corps physique. Et c'est ça qui me. En fait, c'est quelque chose de le dire, mais là, je le ressens pas. C'est pour ça que je peux le dire comme ça. Mais si ça m'a autant touché, c'est parce que je le ressentais à 100%. Mhm. Comme si j'avais vécu. Ça m'arrive d'envier, et je sais pas si c'est très sain, mais tu sais, les gens qui sont passés à côté de la mort, et genre qui du coup ont plus le temps de déconner parce qu'ils savent c'est quoi la mort, tu vois. Ouais. Tu sais, dans la biographie de Musk, Mhm. genre à un moment, il faillit mourir à cause de la malaria. Mhm. Et après, bon, c'était pas avant ses premières entreprises, il en avait déjà fait une ou deux. Donc, c'est pas rien. Enfin, ça veut dire qu'il avait déjà le truc, quoi. Mhm. Mais je pense que ça l'a encore plus, sans doute, mis dans ce paradigme. Ouais. Et, et ouais, ça m'arrive aussi un peu d'envier ça. De me dire, en fait, peut-être qu'il faut ça pour être assez déter. Mais en même temps, t'as pas envie de prendre le risque. T'as pas envie de prendre le risque. Parce que tu sais que, par définition, si tu ressens ça après, c'est que t'es vraiment passé proche. T'es vraiment passé Ouais. proche, t'as vraiment fait un truc dangereux. Genre, tous les délires des godesses, en fait, ça me fait vraiment peur, et j'ai vraiment peur que je meure physiquement. Alors que je sais que théoriquement c'est pas le cas, tu vois. C'est le principe de l'ego death, c'est Ouais, que mais ça te fait, physiquement, tu vois. ouais, ça te fait peur irrationnellement, Ouais. alors qu'en vrai, tu vas pas mourir. Mhm. Mais en vrai, tu sais pas. Bah, franchement, personne meurt de Non, prendre de mais la DMT. instinctivement, tu sais pas. Ouais, Il y a une instinctivement, tu partie de sais toi pas. qui, il y a une partie de toi qui sait pas, et la partie rationnelle. En fait, il y a une partie de toi qui sait pas parce que on pourrait même dire qu'elle a raison parce que d'une certaine manière, tu meurs et tu renais et t'es plus tout à fait la même personne. Ouais. Par exemple, je me souviens, j'ai un ami qui a eu une expérience. euh, du coup, je vais pas citer son nom. Mais en gros, il a eu une expérience où pendant l'expérience, il disait euh, que il parlait et il disait là actuellement c'est je sais pas s'il disait peut-être l'univers ou un truc comme ça qui parle et il disait son nom va revenir bientôt. Genre il disait Ah, en gros il parlait en mode non mais là c'est l'univers qui parle, il nous disait des trucs vraiment un peu intéressants mais du coup des trucs un peu perchés ouais. genre spirituels et tout en mode ouais la réalité c'est tel truc et il disait non mais vous inquiétez pas il va revenir bientôt. Il était vraiment loin. Et vous étiez en flip ou ça allait? Euh, je crois que on était un peu flippé et un peu impressionné. Ok, C'est toujours un peu flippant, un truc comme ça. ouais. Mais au final, il est revenu quand les effets sont partis. Et voilà. Mais du coup, en gros, je pensais au fait que, d'une certaine manière, est-ce qu'il est mort pendant ce truc-là ou est-ce que. C'est trop compliqué de dire que, genre, il est devenu l'univers parce que tout de suite, ça fait vraiment hippie et ça fait vraiment. Tout est un et c'est pas du tout scientifique. Mais d'un autre côté, comment exprimer ce genre de truc dans le langage en fait? Genre, le langage est tellement pas fait pour ça. Mais franchement, il y a moyen que on crée du langage pour tapisser un peu plus ce territoire. C'est possible. Faut juste être beaucoup de gens qui ont ce genre d'expérience et communiquer beaucoup. Et le continent linguistique va se former. C'était possible, mais c'est wow. On dirait qu'il y a un truc auquel on peut pas échapper. C'est quoi? Il y a des aliens ou pas? Ah oui, carrément? Mhm. Je Bah, veux pas dire sur Terre, hein, je suis pas en mode. ouais, en gros, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que les gens qui ont créé la simulation, c'est des aliens? En fait, là, je pensais à vraiment juste dans notre univers, je pensais pas Je tout le sais, truc de la simulation. je sais, mais du coup, Mais il faut le prendre en compte pour pour moi, pondérer par le pourcentage de simulation. en fait, je dirais que c'est un peu un autre débat. En gros, pour moi, il y a le débat, c'est les Ah, ok. aliens, et Donc, alien dans la simulation. dans la simulation. Ok. Et ensuite, pour moi, il y a le méta-débat. C'est est-ce que simulation dans simulation dans simulation. Mhm. Et donc ça, c'est encore plus dur de dire. Donc je pense qu'on est encore plus sur la croyance. Mhm. Et franchement, c'est même pas dit qu'on aura un jour les outils pour pouvoir bien faire ce genre de raisonnement. Mais du coup,
avec des outils bayésiens totalement pétés, totalement heuristiques, je dirais, franchement, impossible de dire des noms, mais je dirais ouais, simulation. Simulation. Ouais. Ok. On est d'accord que un niveau, c'est quasiment pareil que plusieurs niveaux. En fait, à partir du moment où tu acceptes un niveau, il y a une tonne de niveaux, Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. normalement. Du coup, si je dis simulation, ça veut dire on est probablement dans une simulation, dans une simulation, dans une simulation, avec un n qui, encore une fois, est totalement impossible à estimer. Genre, en fait, on n'a pas le genre d'outil pour faire ce genre d'estimation. Ouais, bah écoute, en fait, ça dépend de la définition de simulation selon moi. Parce que nous, par exemple, on peut dire on simule notre ordinateur en bits. Enfin, que les bits, c'est une simulation, tu vois. Hmm. Et si un jour il y a le jeu de la vie, je sais pas quoi, ben, c'est dans une simulation parce que c'est dans un environnement confiné, quantisé, ce genre de truc, et qu'on a réduit en complexité l'univers. Ouais. Mais du coup, la question, c'est est-ce que si là, il y a des êtres vivants dans un truc qui ressemble à un jeu de la vie, est-ce qu'ils sont conscients? C'est ça toute la question. Bah, à ce niveau de simplicité, ouais, mais peut-être que, on pourrait dire que peut-être que oui. Parce que, Mais en gros, il y a deep learning, quoi. ouais, bah c'est toute la question, est-ce que l'IA est consciente, à quel Ouais. niveau elle est consciente? Parce que moi, j'ai toujours, quasiment, pensé que non. J'ai toujours un gros biais pro-vie en mode conscience, genre, ouais, les ordi, c'est pas du tout conscient, les IA, ça va pas l'être non plus. Et je commence de plus en plus à me dire, ok, en fait, euh, il y a moyen. Mais c'est bizarre parce que c'est un type de conscience qui est assez différent d'une autre, en fait. Je pense Ouais. que on pourra dire dans un certain sens qu'elles sont conscientes, mais vraiment pas de la même manière que nous. Et si on disait ça, ce serait vraiment sur des sujets hyper étroits et définis, quoi. Comme par exemple le logo ou ce genre de choses. Si on disait par exemple, Consciente du jeu de Go et tout. bah ouais, tu vois l'IA Ouais. AlphaGo. Hmm. En fait, à partir du moment où il y a des choix complexes qu'on comprend pas, peut-être que c'est ça la conscience. Ouais, je vois, mais tu vois, toujours le truc qui fait que, en gros, Ouais, mais je suis d'accord. En d'une gros, certaine manière, elle sait pas jouer au Go. ah, je sais c'est quoi le truc qui ferait différencier. C'est en gros si tu redémarrais l'ordinateur, Ah, donc la mémoire. ouais, C'est pas ça enfin, le problème. l'état de l'univers, est-ce qu'elle arrivera au même résultat 100% du temps? Ah, d'accord, donc c'est tout le truc du libre arbitre. Bah, c'est un peu ça la conscience. La conscience, c'est le libre arbitre. Pour moi, c'est synonyme. Ah non, Si, je crois pas. si. Il n'y a pas de libre arbitre sans conscience. En fait, je peux que être d'accord avec toi, mais mon esprit scientifique peut que être pas d'accord avec toi parce que tu connais les expériences de Benjamin Libet et tout. Non. En gros, l'expérience qui montre que avant d'être conscient d'avoir pris une décision, tu l'as déjà prise, Ah oui, je connais ce et truc. que du coup, libre arbitre. Bah écoute, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais moi, ça me paraît comme une évidence. Genre, quand tu baisses en niveau de conscience, tu baisses en Tu libre baisses en libre arbitre. arbitre? Ouais, en fait, je suis d'accord. Quand tu baisses en niveau de conscience, tu baisses en libre arbitre? Ouais. Ouais. Bon, si on met outre toute la démonstration scientifique à libre arbitre déterminisme, je suis d'accord, ouais. On dirait que c'est Mhm. lié. On dirait que c'est très lié. Mais du coup, imagine que l'IA devient vraiment, vraiment intelligente. Il y a beaucoup de données qui circulent à l'intérieur. Mais zéro libre arbitre. Ça veut dire zéro conscience? Mais comment on peut tester le libre arbitre? C'est ça le problème. C'est pas testable, mais imagine. Bah, ce serait peut-être testable si on pouvait avoir les conditions disque dur, je sais pas quoi, de l'univers en gros. Ouais, mais du coup, c'est impossible en pratique. Ouais. Bah donc du coup, franchement, c'est difficile à dire. Si le, je peux pas dire. J'ai l'impression qu'une IA, vu que c'est informatique, il n'y a pas de conscience. Mais c'est peut-être du chauvinisme. Ouais, moi aussi j'ai un peu le même genre de chauvinisme, mais du coup, je commence à me dire que ouais, il y a un type de conscience en fait. Mais après, ça va un peu avec le panthéisme ou le Mhm. panpsychisme. En fait, le nom de ça, c'est le panpsychisme. En gros, le panpsychisme, c'est. En gros, le panthéisme, c'est dire tout est Dieu, et le panpsychisme, c'est dire tout est conscient. C'est juste des quantités. Mhm. Donc, par exemple, et c'est pour ça que c'est assez pertinent de le lier aux données et à la transmission des données, etc. Parce que par exemple, on peut dire que si vous me prenez genre toutes les particules de ton lit, d'une certaine manière, il y aurait un peu de conscience. Mais en fait, comme il n'y a aucune donnée qui circule de manière organisée, en vrai, quasiment pas de changement et tout, c'est juste un lit, ça bouge pas. Et bien sûr, il y a plein de micro-mouvements, mais il n'y a aucune forme d'ordre. Enfin, je me comprends.
euh, eh bien, il est pas très conscient, on dirait 0,01, alors que nous, on serait des sortes d'attracteurs de conscience à genre, je sais pas, 1000, Ouais, je 1000, me tu suis déjà vois. fait le même truc. Genre, moi, je me suis imaginé une fois qu'on était fait spécifiquement pour attirer la conscience, qui est une Ouais, autre couche de l'univers. ouais, je vois un peu ce truc. Ouais. Et en gros, t'as pas l'impression, il y a un peu ce délire de boucle, genre c'est une sorte de cycle de conscience qui circule. Non. Mais je veux que tu m'expliques parce que du coup, je vois pas. En fait, en gros, si du coup tu vois tout comme de la conscience, et genre nous on est un peu comme du concentré, Mhm. du coup c'est plutôt là où on a des neurones, euh, on dirait que qu'est-ce que c'est fondamentalement le truc? C'est des données qui circulent. Genre là il y a peu de données qui circulent, là il y a des données qui circulent de manière ordonnée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vois comment il y a ce truc de la conscience c'est une boucle. Tu vois ce truc ou pas? La conscience c'est une boucle parce qu'en gros c'est une idée qui va constamment revenir. Et par exemple, Ah, tu veux dire c'est genre un ordre? ouais en fait c'est une perception du temps. Parce qu'en fait c'est la boucle qui te permet de percevoir le temps. Par exemple, quand tu te dis, je mets un truc à cuire, il faut pas que j'oublie dans 3 minutes de revenir. Mhm. D'une certaine manière, tu as un programme comme un gestionnaire des tâches et tu mets une boucle et tu vas t'en souvenir toutes les 30 secondes. Alors qu'en Mhm. fait, c'était 3 minutes que tu voulais. Mais au bout de 6 fois, du coup, Ouais. ça fera 3 minutes. Et ben en gros, c'est quoi fondamentalement une des caractéristiques primaires de la conscience pour moi? C'est que c'est cette information qui circule en boucle et qui va être retraitée, 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 retraitée. Ok. Et du coup, en fait, je vois ça un peu comme une cascade, mais comme un dessin de MC Escher, tu sais, les dessins qui reviennent sur eux-mêmes et tout. Mhm. Genre les dessins comme le triangle de Penrose et tout. Mhm. Enfin, les escaliers. En gros, je vois ça comme une cascade qui circule et qui remonte, en fait, comme une rivière. Je vois. Et en fait, moi, c'est pour ça que je connecte à fond avec le symbole de l'Ouroboros. C'est que, genre, pour moi, c'est vraiment ça la conscience, dans le sens où il y a vraiment ce truc de autoréférence et d'une donnée qui va être retraitée. Parce qu'en fait, fondamentalement, pourquoi on est conscient? Parce qu'on sait qu'on est nous-mêmes existants, et ça, c'est déjà une autoréférence. Ça, c'est déjà. On traite l'information qu'on existe, et c'est déjà un peu le début de la conscience. Mhm. Et je sais que du coup, en vrai, notre cerveau, c'est pas une boucle avec une cascade comme ça. C'est plutôt plein, 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 plein de micro-boucles, on va dire. Mhm. En gros, un système comme une sorte de réseau de galeries ultra complexe, ultra vaste. Mais avec de l'information qui circule dans plein, plein, plein de patterns très complexes. Et sans doute un peu fractal. Et du coup, il y a un truc un peu philosophique, c'est en gros, tu vois comment notre cerveau, c'est plein d'interactions entre des trucs. Des Mhm. neurones, en fait. Et à chaque fois, la synapse, c'est genre oui ou non. Enfin, et bah, tu À chaque peux... fois, c'est oui ou non? En fait, je suis pas 100% sûr de ça, mais je suis presque sûr que la grande majorité des cas, c'est oui ou non, ouais. Mhm. Euh, Imagine que, en gros, il y a cette expérience de pensée, c'est tu fais un réseau de valves. En gros, tu peux faire un transistor aussi avec de l'eau, et genre, soit c'est allumé, soit c'est pas allumé. Imagine, tu as un super complexe réseau de valves, qui est aussi complexe que ton cerveau, et qui a autant de points d'interaction et tout, donc qui est aussi grand. Ou du coup, évidemment, ce serait des milliers de kilomètres, ou je sais pas quoi, hein. Mais il y a exactement la même complexité que toutes les interactions dans ton cerveau, c'est même les mêmes, mais juste c'est un réseau de valves avec de l'eau. Et tu as un input et tu as un output. Est-ce que le réseau de valves est conscient? Ah ah. J'avais vu ça dans une vidéo sur le fonctionnalisme, parce qu'en gros, les fonctionnalistes qui disent que c'est la fonction qui fait la conscience, ils disent oui, le réseau de valves est conscient. Mais si t'es, par exemple, chrétien et que tu penses que c'est un truc qui vient de Dieu, bon, peu de chances que Dieu il donne au réseau de valves la conscience, non? Bah, je sais pas, peut-être que justement, le fait. Je sais pas. Franchement, pour moi, j'ai un monde un peu bizarre où tout ça coexiste ensemble. Ou c'est juste des paradigmes? Non, 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 ce que je veux dire, tout ça est vrai dans le même Ah, tout ça paradigme. est vrai. Ah, genre, à la fois c'est Dieu, à la fois c'est... Ouais. Genre, la vie, c'est un genre de phénomène émergent qui complexifie. Je dis pas que c'est ce que je crois à fond, tu vois, mais qui complexifie à fond ben, les animaux, etc. Donc, la sauce, on est des acides aminés, protéines, microbes, etc. Et au bout d'un moment, il y a un switch qui se fait dans le cerveau quand il y a le truc qui s'est passé avec les êtres humains, qui fait qu'il y a une fonction transcendante, qui fait que là, il y a Dieu qui apparaît. la fonction transcendante. Du coup, Et donc ça, c'est en mode antenne, comme on disait tout à l'heure, tu vois, antenne qui à va capter un capter truc. Dieu, ouais. Mais du coup, pour toi, les animaux, ils ont pas de fonction transcendante? Mais en fait, je sais pas. Je dirais, beaucoup d'animaux, non, c'est sûr.
Enfin, je Ok. suis pas sûr, non, je sais rien. Parce qu'en Mais je fait, dirais plutôt non. tu vois comment tu prends un castor qui marche et qui va faire des trucs Mhm. simples, et tu te dis, en fait, c'est un animal, il est le plus éloigné de Dieu qui existe. Et d'un autre côté, il est un peu constamment en train de faire une expérience spirituelle, dans un certain sens, Mhm. parce que il est constamment dans le truc, comme s'il était constamment dans le flow. En fait, il est constamment dans le flow. Ouais. Et du coup, il est un peu, d'une certaine manière, plus proche que nous de, enfin, de Dieu, Ouais. du truc spirituel. Ça dépend de ce que tu définis Dieu, parce que dans cette conception du monde, en fait, à chaque fois que tu complexifies les organismes, selon moi, bah, t'es un peu le Dieu en dessous. Donc nous, on est des êtres multicellulaires, Ouais, je vois. et nos cellules, en vrai, c'est vraiment une genre de symbiose hyper bizarre qui a émergé en des millions, milliards, en Ouais, vrai. c'est Hyper tellement chelou. un truc de fou. Et il y a eu ça plusieurs fois dans l'évolution. Genre, finalement, les acides aminés qui se combinent dans des microbes, c'est déjà un délire. Euh, et du coup, bah, peut-être que nous, le fait de croire en Dieu, c'est ce qui nous permet de créer des sociétés bah, à grande échelle et quelque part de devenir un. Bah, ce serait une conception de Dieu, tu vois. Ouais, moi c'est un peu du coup proche de ma conception de Dieu, mais du coup c'est assez pas religieux, j'ai l'impression. Bah, quelque part, tu peux aussi. Ah, dans le sens où Dieu, physiquement, c'est pas un barbu. Bah en gros, t'es en train de donner une explication un peu scientifique là. Bah, je veux bien, mais la nuance, c'est que tu peux quand même dire que Dieu existe. De la même façon que tu peux décider de voir la fourmilière comme un Ouais, être. Et c'est un peu une décision. je suis d'accord. Moi, tu sais que je suis d'accord avec toi, mais du coup, pour un chrétien, là, tu rentres dans vraiment du Peterson, c'est-à-dire de l'explication rationnelle de la religion qui, euh, qui déspiritualise Bah, non, qui sape les fondements de la religion, parce que du coup, ça enlève la partie transcendante. bah pour moi, on peut tout à fait être transcendé par le fait de devenir ce truc plus grand. Ouais, je vois, je suis d'accord. En fait, je suis un peu d'accord. En fait, c'est ça le truc complexe avec genre garder la religion et la science à la fois simultanément et de toujours essayer de combiner le paradigme. C'est que tu foires tout le temps à combiner le paradigme. Mais il faut quand même garder les deux parce que tu sais que les deux sont vrais. Ouais, mais du coup, ça se trouve, les deux marchent ensemble. Mais bon, on n'en sait rien, tu vois. Mais les deux marchent ensemble. Non, mais les deux sont vrais dans le même paradigme. Ah, non. Mais je te dis, pour moi, il y a un monde. En C'est fait, le monde que j'expose. genre les deux sont vrais dans le même Genre, paradigme. imagine C'est là. pas un paradigme qui est possible d'avoir dans le cerveau d'un humain parce que j'ai l'impression que c'est Ok. tellement déconnecté. Imagine là, toute l'humanité grimpe en sagesse, un truc de malade, on sait pas pourquoi. Et tout le monde devient un peu Jésus. Est-ce que t'as pas l'impression que l'inconscient collectif, il commence à vraiment penser comme il a pas pensé? Si. Penser comme il a pas pensé. Ouais, c'est une Ouais. nouvelle. Il commence à penser, il commence à bouger en fait. On peut prendre du recul et voir l'humanité comme un truc plus large que le petit humain. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, c'est déjà le cas. Avec les mêmes qui bougent. Un petit peu, mais je trouve que c'est pas très tangible, que l'homme il peut aller beaucoup plus loin dans ça. Et d'ailleurs, il l'a déjà été. Quand J'ai l'impression que dans le passé, l'homme était un peu plus unique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'est, je crois, moins, malheureusement. Hmm. Mais du coup, les mêmes, on peut un peu voir ça comme. Et les religions, les mêmes plex et tout. Enfin, en gros, Mhm. voilà quoi. On peut voir ça comme des parties du cerveau. Oui, tout à fait. Même comme des pensées, j'ai envie de dire. Ouais. Comme des pensées, ouais. Ouais, C'est les pensées collectives. ouais. Vraiment intéressant ça. Et tu vois, les archétypes, c'est un peu la mémoire. Ouais, totalement. C'est la mémoire des civilisations. Ouais. Et du coup, moi, dans ma dichotomie intuition rationnelle, je considère que la religion, c'est un peu l'intuition des civilisations. Oui, oui, On est d'accord? on est d'accord. Et il y a un peu ce combat où l'une a peut-être peur de l'autre, alors qu'en vrai, il faut faire les deux. Ouais. C'est toujours la difficulté. Il faut relier intuition et rationnel. Même dans tout. Ouais. À chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose. Et ceux qui se perdent d'un côté ou de l'autre côté, ils, ils se perdent. Ouais. Soit ils vont trop rationaliser et trop du coup faire croire juste à la raison, et ils vont pas découvrir intuitivement les choses, comme les zététiciens, enfin l'extrême zététicien. Soit ils vont que dans l'intuition, et là c'est l'extrême complotiste. Et en gros, on connaît ça, mais en gros toute la vie c'est être entre le zététicien et le complotiste. Ouais. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Les deux pôles. Ouais, c'est vraiment les deux pôles. Mm. En fait, ce paradigme il est trop, trop puissant. Genre maintenant, tous les trucs dans la société, je les analyse comme ça.
le zététique, le zététicien, le complotiste. Et en fait, genre, c'est deux voix à l'intérieur de notre cerveau. Genre, moi, je les ai vraiment. Et à l'intérieur de tous, et à l'intérieur de la société. Même, on peut un peu lier ça à la gauche et à la droite, un peu lier ça à la critique et la pulsion de vie, un peu lier ça à... Et en fait, les deux sont nécessaires. Vraiment. Mhm. Je sais pas si t'as pensé à la paranoïa récemment, mais franchement, c'est juste un high risk, high reward. Ouais, totalement. C'est du high risk, high reward. Ouais. De temps en temps, ça va être utile et bah, tu vas répandre tes gènes alors que personne n'y a cru à part toi. Hmm. Mais la plupart du temps, bah, ça va juste te mettre derrière. Ouais, en fait, c'est juste avoir beaucoup de variations. En fait, j'imagine juste genre une courbe de Gauss avec les extrêmes. Et c'est ça. Et du coup, les trois quarts du temps, l'environnement, il correspond à l'environnement d'avant. Donc, en gros, il n'y a que le milieu de la courbe de Gauss qui est avantagé, on va dire. Ouais. Enfin, dans ce truc précis. Mais parfois, bam, il se passe un truc, par exemple, géologique ou environnemental ou biologique ou dans l'écosystème. Et là, bam, ça bouge. Et là, c'est vraiment, genre, la queue de la courbe de Gauss qui est avantagée. Et là, c'était bon d'être parano et c'était bon d'être bizarre. Ouais. Et tu vas faire. Bah, en fait, finalement, c'est le concept de mutation génétique, hein. Un petit peu. Mais à un niveau neuro. Ouais, totalement. Et du coup, la nature, elle est toujours dans cet équilibre où elle va jouer avec avec l'écart type en fait. Mhm. En gros, elle va faire un écart type plus fort quand il y a plus de changements possibles, moins fort quand il y a moins de changements possibles. C'est pour ça que nous, on pourrait même voir dans les mutations génétiques à quel point est-ce que je pense qu'on varie plus sur certains traits que d'autres. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. Il y a un truc avec Sapolsky comme ça où il y a de l'épigénétique sur les naissances. Ouais, Un peu comme le délire des. Après les guerres, il y a que des hommes qui naissent. ouais, il y a un truc comme quoi. Donc, il y a un des trucs de Sapolsky, en gros, c'est que, en fait, il y a de l'épigénétique par rapport à. Euh, Donc, en fait, c'est parce que les Allemands, pendant un certain temps, ils ont bloqué tout l'approvisionnement des Pays-Bas. Et du coup, il y a eu une famine aux Pays-Bas, je crois en 1944, quelque chose comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que les enfants, en regardant les enfants qui étaient nés pendant la famine, enfin, où la gestation, en gros, ça avait été pendant cette famine, et ben en fait, ils devenaient tous obèses. Et en fait, Waouh. ensuite, en gros, tu peux faire les courbes. Voilà, du coup, je me souviens plus des détails, hein. Mais en fait, c'était un truc comme quoi, si le début de la gestation, genre les 3 premiers mois, c'était justement les 3 premiers mois les 3 mois de la famine, eh bien là, ils avaient toute l'épigénétique pour devenir obèses parce que calories, 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 c'est la famine. Et ensuite, ils finissaient par le devenir beaucoup plus souvent. Alors que si c'était par exemple les derniers mois, bon bah ça jouait moins quoi. Un truc comme ça. Ok. Faudrait revoir Sapolsky pour avoir les détails. Finalement, c'est comme si la neuroplasticité commençait au tout début. Ouais, il y a vraiment plein de trucs comme ça d'épigénétique. Et je crois que même, on apprend à l'école en SVT, ouais, genre il y a des mutations génétiques aléatoires sur tout le génome. Genre comme si c'était chaque allèle avait, enfin ACTG, chaque, euh, chaque, Chaque paire. ouais, chaque paire avait autant de chances de muter. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre je crois qu'il y en a qui sont vraiment protégés, notamment Ouais. les gènes du développement. En gros, c'est les gènes qui vont genre faire la structure globale de ton corps. Donc si t'en as un qui est foireux, normalement t'es vraiment foireux. Mhm. C'est ceux qu'on modifie pour donner des pattes à la place des antennes aux Ok, fourmis ouais, je vois. ou alors pour mettre des bras en Et plus. Enfin, c'est pas un truc. est-ce qu'il y avait une question d'ordre? Genre, tu sais, la chaîne ADN, finalement, il y a un début et une fin, tu vois. Mhm. Et tu sais, il y a des fonctions de vérification de l'ADN Ouais, qui se passent après la. Je sais pas comment ça s'appelle quand. ouais, la réplication. Enfin, Ouais. ouais. On s'est compris après le mélange, quoi. Mhm. Ou la réplication, du coup. Les deux. Ah non, pas après le mélange, du coup, je pense. Juste après la réplication. Donc t'as un petit truc qui va se déplacer sur l'ADN et qui va vérifier le truc. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un truc de ouf. Et Moi, dire- du coup, j'ai été fasciné par ces trucs-là. Ouais. Donc, je peux t'en parler pendant des heures. Mais en gros, le truc qui les assemble, c'est genre une enzyme, l'ADN polymérase, ok, name dropping. Et en gros, ensuite, il y a des complexes en fait enzymatiques qui viennent exactement s'accrocher et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et en fait, ils vérifient que, tu sais, dans ATCG, à chaque fois, l'un est connecté avec l'autre. Mhm. Et, enfin, ils ont des paires. Et du coup, ils vont vérifier que, bah, justement, il y a pas d'anomalie, etc. Et ces trucs-là sont vraiment très performants. Et c'est vraiment impressionnant. Ils vont à vitesse.
ultra rapide. Et comment il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur? En fait, je crois qu'il s'accroche à un endroit, il passe. En fait, c'est plutôt facile de vérifier, par exemple, si c'est juste les connexions entre A, T, C, G à chaque fois par paire. Je crois que c'est plutôt facile parce que tu vois, par exemple, s'il y a deux T qui sont connectés, il y a un problème. Euh, mais ils peuvent pas, comme ils n'ont pas toute l'information de l'ADN encodée en eux, ils peuvent pas savoir si à chaque fois il y a une erreur, une mutation, genre d'une paire entière. Mhm. Mais ouais, du coup, je pense que parfois, j'ai l'impression, enfin, je crois que parfois il y a des mutations qui se font plus à certains endroits qu'à d'autres. Et il y a aussi tout ce truc, mais pareil, c'est l'épigénétique, que genre, quand il y a une forte pression sélective sur une population, chaque individu va muter plus vite. Ah oui? Ouais, plein de Ah oui, trucs comme donc il y a ça. des mécanismes internes qui En régulent la fait, mutation. en fait, le truc qu'ils ne disent pas en cours de SVT, mais que les vrais biologistes comme Sapolsky savent, c'est qu'il y a plein de trucs en biologie qu'on comprend pas. Et c'est ça que tous les zététiciens qui ont fait un peu de biologie sont en mode de, ouais, c'est comme si on avait résolu la biologie. Genre, non, on sait que ça n'existe pas, franchement, et tout. Oh, ça, c'est du lamarckisme. Genre, en gros, ils s'offusquent qu'on pense que genre il y a de l'héritabilité d'une génération à l'autre, parce que non, c'est forcément que la sélection naturelle. En fait, quand tu vas voir les vrais biologistes, pas les mecs à la Dawkins, qui certes sont vraiment, vraiment géniaux, mais qui loupent des trucs. euh, En fait, tu finis par comprendre qu'il y a plein de trucs en biologie qui sont vraiment des mécanismes qu'on parfois on peut observer, mais qu'on ne comprend pas du tout. Un peu comme l'épigénétique, on la comprenait pas à l'époque de la génétique de base. Ouais. Et ben en fait, là, je crois qu'il y a encore genre des méta-épigénétiques sur d'autres détails. Et tu vois, l'épigénétique, quelque part, c'est un truc qu'on pourrait rapprocher d'un organisme plus collectif. Parce que ça se fait de manière intergénérationnelle. Ouais, Tu vois? C'est comme s'il y avait une échelle supérieure à celle d'une vie. ouais, mais du coup inférieur à la grande échelle de la sélection naturelle. Enfin, en gros, c'est une échelle intermédiaire. Oui, 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 mais je veux dire, on peut penser les individus, donc là je vais pas parler de Dieu, pas forcément en tant qu'individu, mais en tant que lignée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, à une certaine époque, on pensait beaucoup plus en termes de lignée qu'aujourd'hui. Hmm. Ouais, c'est pour ça que dans un certain sens, ça a un sens de dire tu vas vivre après la mort parce que tu vis à travers tes enfants. C'est ça. Si t'étais jeune. Ouais. Après, on arrive sur le gène égoïste. Ouais, mais le gène égoïste, je crois que c'est une stratégie, mais du coup, le gène altruiste, c'en est peut-être une. Mais bon, je sais que tu t'impliques le gène égoïste dans le gène altruiste. Ouais, bien sûr. Le L'inverse. gène altruiste dans le gène égoïste. Ouais, ouais. Moi, Je quand crois que je c'est un dis peu. gène égoïste, j'étais pas du tout en train de dire pourquoi les êtres humains sont égoïstes. Je parle vraiment de trucs méta, le gène égoïste. C'est-à-dire. Bah, tu vois, la red pill des gènes égoïstes. En Euh, gros, genre, c'est pas du tout. le truc que l'altruisme n'existe pas. Non, pas du tout. Quoi alors? C'est la vraie red pill. Genre, Vas-y. on en a déjà parlé. En gros, c'est le truc de. En fait, les gènes, ils ont juste construit des véhicules qui sont nous. Ah oui, ce truc. Euh, Ouais. Ils ont juste construit des véhicules qui sont nous, mais en gros, c'est juste genre eux qui se répliquent et nous, on est juste des machines. Et ils ont construit juste des machines de plus en plus complexes. Ouais, je vois. C'est un peu comme quand on dit, en fait, la reine des fourmis, c'est l'esclave des ouvrières. C'est exactement dans le même livre. C'est dans le livre qui Ah, s'appelle Le gène égoïste de Richard Dawkins. ok. En fait, ce bouquin, il fait que expliquer ça. Et c'est trop intéressant. Et en gros, la théorie, du coup, elle est vraiment bizarre parce qu'il commence à tout analyser en mode de ah, mais toi, tu crois que tu veux un truc? Ah, non, non. C'est juste tes gènes qui t'ont programmé à faire tel truc parce qu'eux, ils veulent se reproduire. Ils s'en foutent de toi. Toi, t'es juste un véhicule. Toi, tu dures 10 minutes à l'échelle de leur vie, une seconde. Enfin, 100 ans, quoi. Un truc comme ça. C'est rien. Mais eux, ils pensent long terme. Et du coup, eux, ils veulent que tu te reposes avec tel type de personne, etc. Ok. Et ensuite, il va dans des trucs vraiment bizarres. Par exemple, euh, tu vois, t'as un escargot. Lui, il a des gènes. Et il vit sa vie d'escargot. Et à un moment, t'as un parasite qui va rentrer dans son cerveau, qui a un autre ADN, du coup, c'est le parasite. Il va rentrer dans son cerveau, il va lui faire avoir un comportement qui est pas du tout en faveur de l'escargot. L'escargot, il va plus se reproduire. Mais par contre, il va bien aider le parasite à se faire reproduire. Donc le parasite va totalement prendre le contrôle de l'escargot. Mhm. Et nous, quand on voit ça, on est en mode ah, le parasite a pris le contrôle de l'escargot. Il s'est fait parasiter, l'escargot. Et Dawkins est en mode mais non, ça c'est juste des gènes, des gènes. Ils sont simplement en train de se disputer un véhicule. Parce qu'en fait, les gènes de l'escargot étaient déjà en train de parasiter le corps de l'escargot, à la base, avant même que le parasite soit arrivé. Et le parasite, c'était juste des gènes en train de parasiter le corps du parasite.
qui a un tout petit corps dégueulasse, vu que il n'a même pas encore infiltré le truc. Et ensuite, ils sont arrivés voir l'escargot, et ils ont essayé de dégager les autres gènes, et c'est eux qui ont gagné. Mais en fait, dans tous les cas, c'est du parasitisme. En gros, il est en mode, nous, actuellement, on est parasité par nos propres gènes. Et c'est vraiment un truc de ouf, parce que c'est scientifiquement totalement Ouais, carré. ça se tient. C'est scientifiquement totalement carré, et ça a maintenant été intégré au paradigme scientifique de base sur la sélection naturelle. Après, l'ADN est quand même le schéma du véhicule. Ouais, le schéma du véhicule. Ouais, le blueprint, quoi. Ouais, Genre, il a auto-construit son truc. ouais, tout à fait. En fait, en gros, dans cette théorie, moi, c'est un peu la théorie à laquelle je crois, mais du coup, en mode scientifique, je rajoute aussi la partie spirituelle par-dessus. Enfin, on peut pas dire par-dessus, bref, ok. Euh, En gros, c'est toute la question de l'apparition de la vie. Genre, t'as un énorme océan pendant très longtemps et tout. Comment est-ce que la vie apparaît? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas un hasard? Etc. Et en fait, la version de l'apparition de la vie dans laquelle croient Dawkins et les gens qui ont ce même genre d'opinion, enfin qui ont cette opinion, c'est en fait la suivante. En gros, il faut tout voir en termes de réplicateur. Un réplicateur, c'est juste un truc qui va avoir assez d'informations en lui pour créer des copies de lui-même. Mhm. Et donc, L'ordre, quoi. ouais, c'est ça. Et donc tu peux te dire, comment est-ce que la vie est apparue? Parce que tu vois une cellule, c'est trop complexe. Mhm. Comment est-ce que ça, dans la mer, il y a des trucs qui, d'un coup, hop, font une cellule? N'importe quoi. En fait, lui, ce qu'il va dire, c'est vraiment très malin. C'est qu'en gros, imagine, tu as une énorme soupe avec des acides aminés et des protéines en bordel. Enfin, à la base, il n'y en a même pas. Il y a juste, par exemple, de l'eau, quelques éléments, du carbone, etc. Tu vas attendre très longtemps. Parfois, à cause de collisions aléatoires, à cause de conditions chimiques, tu vas avoir des acides aminés qui se créent. Parfois même des protéines, quand ils vont se combiner entre eux. Ok? Bah, je crois que le dire, c'est que du coup, les acides aminés ensuite se reproduisent. Voilà, en fait, ce qu'il va dire, c'est imagine qu'à un moment, t'as. Enfin, t'as déjà vu un acide aminé, genre, ça ressemble pas du tout à un truc qui peut se reproduire, quoi. Ouais, mais c'est très bas niveau, on va dire. Ouais, en fait, il dit imagine que à un moment, t'as des acides aminés qui vont s'assembler pour faire une protéine. Et la protéine, elle va, genre, être dans une certaine forme qui fait qu'elle va encourager deux acides aminés à arriver, se coller et repartir coller. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Imagine ça, et imagine que du coup, les acides aminés qu'elle encourage à se coller, ils font précisément partie de la même protéine. Mhm. En fait, elle va très lentement encourager sa propre réplication. Ouais. Mais au départ, c'est un facteur de 1,00001. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure, elle va encourager sa propre réplication. Et donc, au fur et à mesure, statistiquement, mais ça prend des millions d'années, il va y avoir plus de celles-là précisément. Et donc, ça va faire une boucle de rétroaction. Et donc, il y en a de plus en plus qui vont se créer. Et le truc vraiment magique, c'est qu'on peut imaginer du coup avoir plusieurs de ces réplicateurs qui, en fait, rapidement, bon, c'est quand même à des grandes échelles de temps, mais rapidement, vont commencer à, genre, monopoliser tous les acides aminés de la mer. Parce qu'il n'y a aucune raison que les acides aminés ne viennent pas dans leur truc à eux. Et en fait, c'est juste des. Aujourd'hui, on appellerait ça des enzymes qui catalysent leur propre création, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. C'est-à-dire que c'est juste des catalyseurs, mais pas très puissants. Et là vient la partie intéressante. Donc, tu as juste ces trucs qui se répliquent et qui sont dans la mer et qui finissent par prendre toutes les ressources, entre guillemets, les briques, les acides aminés qu'il y a dans la mer, parce que, euh, elles se répliquent beaucoup, quoi. Et là vient le truc intéressant. Imagine que, du coup, il n'y a plus trop d'acides aminés disponibles dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un des réplicateurs qui va avoir un peu plus de chances que les autres de choper un autre réplicateur et de le séparer et d'en faire des acides aminés qui, du coup, reviennent dans la nature. Et donc, il y a plus de chances que ces trucs-là qui reviennent dans la nature finissent par refaire celui qui a buté le petit. Bah, je sais pas, parce que est-ce qu'à ce niveau-là, ils ont des trucs comme l'ADN? Pas du tout. Zéro ADN. Là, on est bien avant. D'accord. En fait, un acide Mais- aminé, c'est une petite Donc en molécule. gros, tu dis qu'il y a de la prédation pré-micro-organisme. Totalement. Pré-organisme même. Totalement. En fait, genre, vois bien que les acides aminés, c'est des petites molécules. On est bien avant l'organisme. On est vraiment, tu sais, c'est vraiment quelques atomes. Mhm. C'est une dizaine d'atomes. Même pas.
C'est genre moins d'une dizaine d'atomes. Ouais, ouais. Et donc là, on a en fait la première forme de prédation possible. En gros, c'est juste, au hasard, une molécule, enfin une protéine va parfois un peu déconstruire une autre protéine. Voilà. Et donc imagine qu'il y a ce truc. Donc en fait, tu as juste des protéines qui... En fait, t'as une sorte de course à l'armement où tu as des protéines qui vont se mettre à un peu en détruire d'autres. Parce que ça augmente un tout petit peu la chance que d'autres elles-mêmes catalysent la propre réaction qui crée des parties d'elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et en fait, Mais du coup, là, t'as déjà introduit de l'altruisme si tu dis ça. non. Si elles font profiter leur sœur. En fait, leur sœur, c'est elle-même. C'est ça Bah, le... oui, non, parce qu'il y a des petites variations génétiques. Il n'y a pas de gène, c'est juste des Ah oui. protéines Ah oui, identiques. c'est vrai. Imagine que c'est juste des protéines identiques. Ouais, ouais. Là, imagine, t'es Mais vraiment même à de l'échelle. l'altruisme. En fait, c'est Un pas... niveau méta, je veux dire. En gros, la leçon du gène égoïste, c'est de dire qu'en fait, quand t'as un gène qui aide lui-même dans un autre corps, c'est pas l'altruisme, c'est juste lui. Oui, mais tout le gène égoïste, je crois que c'est de dire l'altruisme n'existe pas. Tout le bouquin. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Mais du coup, en gros, s'il y a une enzyme qui va faire s'il y a une protéine qui va faire un truc et que ça va donner plus de chance à une comme elle de se faire créer, en fait, c'est comme si elle-même, tu vois ce que je veux dire, se reproduisait. Donc bref, du coup, je la fais short pour pas faire une explication voilà, super longue, mais euh, en gros, l'idée, c'est que la première fois où ça se passe, c'est la première arme, c'est la première attaque, c'est la première guerre. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Bah, en fait, il y a des protéines qui vont mieux survivre à cette sorte de guerre de réplicateurs parce qu'elles sont plus résistantes que les autres. À certains endroits, et là on parle même pas de membrane ni rien, de cellules ni rien, à certains endroits, elles vont pas avoir une vulnérabilité qui permettait à d'autres, à cause d'une conformation moléculaire particulière, de les casser à cet endroit-là. C'est un peu comme quand les neurotransmetteurs rentrent dans des récepteurs. C'est juste une sorte de clé, tu vois, moléculaire. Et du coup, il y a la première défense. La première attaque, la première défense. Et en fait, on peut s'imaginer que dans cette guerre, il y a une sorte de... il y a des réplicateurs qui finissent par... Imagine après un réplicateur qui se dit, ok, bah moi, je vais à la fin de ma protéine avoir une sorte de petite épée. Et non, c'est complètement con, c'est pas des épées, c'est plutôt des trucs qui permettent de Ouais. déconstruire. Mais... Et l'autre, il va avoir une sorte de bouclier. Et en fait, c'est ça, ça augmente, ça augmente. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est le bouclier? Quand tu es arrivé sur une molécule vraiment très complexe, une enzyme vraiment très complexe qui peut faire plein d'actions à certains endroits qui catalysent certaines choses, etc. Qu'est-ce que ça devient le bouclier? Tu vas catalyser la création, enfin l'assemblage de trucs autour de toi pour faire une sorte de membrane. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une sorte de gros bouclier. C'est comme ça. Et là, t'as les organites, genre, qui commencent à apparaître. Ouais. Et du coup, très rapidement, il se passe un truc, c'est que tu as un intérieur et un extérieur. Du coup, tu as des interactions entre, qui peuvent être médiées par des protéines précises. Simplement, toutes les informations restent dans l'ADN qui est au centre, qui est en fait le réplicateur de base. Et du coup, bah voilà, tu connais, course à l'armement. Au bout d'un moment, organisme pluricellulaire, parce qu'en fait, pluricellulaire, c'est plusieurs fois le même ADN, donc en fait, c'est littéralement le même être. Et du coup, tu finis par avoir des trucs très complexes, comme des trucs comme toi et moi. Et en fait, dans cette idée, c'est juste les réplicateurs qui ont construit un énorme véhicule, en fait. Mhm. Et c'est vraiment marrant parce que, tu vois, c'est un peu comme dans les films, tu sais, cette image d'une sorte d'énorme robot contrôlé par un mec à l'intérieur qui bouge ses bras. Tu Mhm. connais ce truc? Eh bien, j'ai un peu la même impression parfois. Enfin, je le ressens pas, hein, mais j'ai un peu cette impression de waouh! En gros, c'est genre des réplicateurs qui ont construit des trucs extrêmement compliqués et maintenant c'est pour qu'on se reproduise. Et pourquoi? Pour que genre eux ils continuent. Parce qu'en fait, il y a tout ce truc en gros, ouais, c'est aussi un peu ça le mind blow du gène égoïste. Tu sais, c'est t'es prêt à te sacrifier s'il y a plus de tes propres gènes Ouais. qui vont survivre. Ouais, ça, c'est un truc. Donc en gros, la version mathématique de ça, bon, c'est un peu dur de la vérifier dans la nature, c'est que genre, euh, t'es prêt à te sacrifier pour 2 de tes frères, ou alors 4 de tes cousins, ou alors 8 de tes cousins de second degré. Mais du coup, je sais pas si on pense dans ce genre de calcul. En fait, c'est sûr qu'on pense pas mathématiquement comme ça, mais à mon avis, si on faisait des expériences, Il y a un genre de pondération, ouais. ouais, à mon avis, ça a forcément déjà été fait d'une manière ou d'une autre, ces expériences.
Et je pense qu'on tombe pas très loin. Mm. D'ailleurs, peut-être même que Dawkins en parle dans son livre. Ouais. Mais en tout cas, voilà, t'imagines le mec qui court le marathon là et qui meurt à la fin. S'il sait qu'il va sauver sa ville entière, Hmm. ça le Ouais, parce transcende. que sa ville entière, c'est tellement de fois ses propres gènes. Ouais. Les kamikazes. Ouais, mais après, les kamikazes, c'est plutôt leur fonction transcendante qui Mais est. c'est ça la fonction transcendante. Hmm. Ouais, il y a de ça. Mais en gros, le truc un peu méta avec ça, c'est que, tu sais, faut plus se représenter du coup chaque gène comme une occurrence de ce gène en toi. Plus te dire, genre, ce gène, c'est un truc qui vit dans une population. Ouais. Et qui vit du coup plus ou moins. En fait, c'est un peu Dispersé. le croisement de tous les gènes qui va définir l'individu, Ouais, le supra-individu. ouais. Et c'est marrant parce que du coup, c'est exactement la même chose pour la mémétique. Parce que t'en arrives à penser que Ouais, les mêmes, c'est vrai, ça vit au sein d'une population. c'est vrai. Et ça, c'est pas nous qui avons des idées, comme disait Jung, c'est les idées qui nous ont. Mhm. Et genre, les mêmes, ils vont. Et Ils tu vont vois le faire truc, leur propre chemin. ils vont faire leur propre chemin. Et tu vois le truc qui est vraiment méta, genre, les gènes, parfois, ils vont être en toi, ils vont aller contre ton propre intérêt, genre, ils vont te faire mourir pour que eux-mêmes s'en produisent plus ou pas. Ouais. Et bah, il y a des mêmes qui sont totalement dans qui vont totalement contre les intérêts des gens qui les possèdent, Mhm. mais qui se transmettent. Parce que la sélection sur les mêmes, c'est lesquels vont se transmettre le plus vite et le mieux survivre. Ouais. C'est pas uniquement lesquels ont raison. Et donc là, tu as tout le débat, les mêmes comme les religions. Est-ce que. Parce que, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a des religions, franchement, c'est des mêmes qui se transmettent très bien, mais qui ont un impact négatif sur la vie des individus. Certains, Je vois. ou en tout cas dans certains cas. Mais je vois totalement. Et généralement, tu vois, c'est des. On pourrait dire que c'est des mêmes qui ont été parasités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou alors que c'est Ou des qui sont malades. mêmes parasites. Mais tu sais, on pourrait même voir un cycle de vie et faire une analogie à ça, genre la naissance du truc, ensuite il se définit, ensuite il devient vieux, il se calcifie. Ouais, mais là où Dawkins serait encore plus nihiliste, c'est qu'il dirait qu'en fait, au début, c'est déjà du parasitisme. En gros, c'est du parasitisme tout le temps. Ouais, mais là c'est un C'est juste. métaparasitisme, tu vois. Ouais, je vois. En gros, tu peux être parasitiste dans le parasitisme. Ou alors, tu peux juste. Ta nature, c'est d'être le parasitisme, mais t'aides quand même ton hôte. Ouais. C'est marrant comment, dès qu'on va dans le méta, que ce soit biologie ou mémétique, tout de suite, ça part en mode parasitisme, de gène égoïste, machin. Mais c'est le même délire avec les virus, t'as les virus qui aident l'autre et finalement qui finissent par faire une symbiose. On Hmm, ne sait comment. hmm. Et t'as tous ceux qui flinguent l'autre. Mais que ça marche quand même. Ouais, c'est comme, tu sais, les mitochondries, Ouais, ça c'est un on les a délire. absorbées dans nos cellules. Et du coup, genre, est-ce que c'est elles qui nous parasitent? Est-ce qu'en fait, c'est nous qui les exploitons? En fait, c'est les deux à la fois. Bah oui, c'est une symbiose. En fait, ces termes perdent de leur sens à ce niveau-là. Parce que on peut pas vivre sans elles et elles peuvent pas vivre sans nous. Elles peuvent pas se reproduire sans nous non plus. Hmm. Mais du coup, il y a ce délire qu'on est littéralement fait de deux ADN. En fait, beaucoup plus. En fait, c'est ça le truc un peu méta. C'est en gros, t'as genre ton ADN, t'as l'ADN de tes mitochondries, du coup, c'est, on va dire, les principaux. Une mutation. En fait, t'as une tonne de micro-organismes dans ton corps qui sont Ah oui, genre pour beaucoup. ouais, la Ouais, faune. en fait, Anodin, mais en ça fait c'est paraît important. anodin, mais en fait, il y a 10 fois plus de pas tes cellules dans ton corps que tes cellules. Ouais, en termes de nombre. Ouais. Ouais, mais elles ont pas la même structure. Enfin, elles sont pas centralisées, on va dire. Bah, elles Notre corps, communiquent c'est. pas de la Ouais, même mais manière. tu vois, notre corps, c'est un peu la centralisation du bordel. Ouais, mais du coup, ouais. En gros, elles communiquent de manière cohérente, les nôtres. Bah, en tout Alors cas, on les que. fait marcher dans un sous-système. Genre, tu vois, là, il y a les biotes des intestins et les biotes de la bouche. Hmm, On les fait vivre dans un sous-système. Et nous, on connecte les sous-systèmes, genre le cœur, machin. hmm. C'est les informations qui bougent. Ouais, putain, c'est un délire. C'est vraiment un délire. Très bien, bah franchement, c'était bien. C'était un plaisir, C'était un plaisir, monsieur Tavernier. monsieur B. À bientôt. À bientôt, je pense. C'est vrai qu'on habite au même endroit, du coup, c'est pas comme si on allait disparaître. À bientôt dans la cuisine, monsieur T.